Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Aujourd'hui, j'ai le privilège, ou en tout cas, on est avec Jean-Michel Grosjeu, et on va faire une petite discussion diverses et variées sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les jeux de société, et notamment ce qu'il appelle les jeux d'immersion, je pense, parce que ça va être Yes. notre cœur de cible. Euh, Est-ce que tu peux te présenter succinctement, parce qu'il y a des gens qui te connaissent pas, tu dis ce que tu as envie bien sûr, mais succinctement, qui tu es, etc. Ce que tu veux. Euh, d'accord. Bah déjà bonjour et merci de m'avoir invité et de me recevoir sur ta chaîne, dont je suis abonné, et que Merci. je suis beaucoup déjà. Donc moi c'est Jean-Michel Grosjeu. Donc j'ai une chaîne sur YouTube et mon fonds de commerce, enfin mon fonds de commerce, pas vraiment de commerce parce que je vends rien, c'est de faire des vidéos de règles de gros jeux. Et donc d'où Jean-Michel Grosjeu. Et en fait, au début, très simplement, moi j'ai commencé à faire des règles parce que j'organisais chez moi des gros jeux. Tout au début, je crois que le premier jeu dont j'ai fait les règles, ça devait être Here I Stand de Ouais. GMT, donc un gros jeu. Il y a 12 ans, j'ai vu. Il y a 12 ans. J'ai regardé ton historique juste avant qu'on se parle. J'ai vu que c'était il y a 12 ans. Donc c'est un jeu qui est déjà très long. En général, sur une soirée, il n'y a pas le temps d'y jouer. Il vaut mieux se voir à midi et puis se dire qu'on va jouer jusqu'à 8 heures du soir. Et si on commence par expliquer les règles à tout le monde, non seulement on perd un temps fou, et en plus les gens, forcément, quand on écoute les règles autour d'une table pendant 2 heures, à la fin, on connaît pas bien les règles parce qu'on décroche au bout d'une demi-heure. Donc je me suis dit que j'allais faire des vidéos pour expliquer les règles de façon claire et pour pouvoir dire à tout le monde, vous écoutez les vidéos avant de venir me voir et comme ça. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'était une vidéo au départ, en fait, une chaîne pour les potes, entre guillemets, Exactement. et au final, ça. Exactement. Et plutôt que de leur envoyer les vidéos par je sais quel truc, par mail ou je sais pas quoi, le plus pratique c'était de les mettre sur YouTube et de leur dire allez les voir. Et en plus je me disais s'il y a des gens que ça intéresse, donc j'essaie de faire enfin au début d'ailleurs il y a très peu de, et j'ai fait très peu d'enrobage quoi. Et puis le temps passant, j'ai continué à faire ça pour beaucoup de jeux. Et puis voilà, j'en ai fait une chaîne YouTube et, et en plus je me suis rendu compte que je trouvais ça agréable de faire ça quoi. C'est-à-dire que même si je jouais pas à ces jeux-là derrière, Ouais. même si personne jouait avec moi, je trouvais ça super agréable de passer du temps à décortiquer le jeu pour essayer de trouver comment faire pour le raconter de la façon la plus claire possible. Et puis voilà quoi. Et c'est le stade où j'en suis aujourd'hui. Je trouve ça super motivant. J'ai une question pour crever l'abcès direct, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'en fait, j'ai compris a posteriori que ton prénom, est-ce que je peux le dire ou pas? Oui, bien sûr. Alors, j'ai compris, si je ne m'abuse, ton prénom c'est Jean-Philippe? Oui, Non, oui. c'est Jean-Philippe. Alors, gros jeu, on a compris, mais moi, Jean-Michel, parce que c'est un nom fourre-tout, comme Monsieur Oui. Dupont, C'est vrai que ou. c'est bizarre de choisir Jean-Michel comme pseudo. Tu dis, mais t'aurais pu choisir Jean-Philippe. Alors déjà, Jean-Philippe Grosjeu, ça sonne moins bien que Jean-Michel Grosjeu. C'est vrai. Bon, voilà. Et puis après, si, parce que moi, en fait, j'ai deux fils. Ouais. Et alors, j'ose pas dire leur âge. Ils ont respectivement 28 et 30 ans, donc j'ai des fils. Ah, c'est grand. Hein. Voilà. Ouais, c'est des grands fils qui sont joueurs. D'ailleurs, il y en Qu'on a a un qu'on vu. voit sur la Ouais. vidéo avec nous. Il joue avec nous au domaine de K là. Et puis l'autre, il sera là dans les prochaines vidéos, donc il sera connu aussi. Il va être public. Mes deux fils seront connus. Et en fait, donc ils jouent avec moi depuis qu'ils sont tout petits. On a joué à plein de jeux. Et en fait, il se trouve qu'ils étaient ados à l'époque où sur YouTube, ça faisait rigoler tout le monde. De dire Jean-Michel, Michel, allez. Jean-Michel Coordination, Jean-Michel, Ouais. je me rappelle plus les paroles. C'est quand même un mème, entre guillemets, quoi. Et donc voilà, exactement. Et donc quand il fallait trouver le nom, c'est à moitié venu d'eux. On s'est dit, Jean-Michel, c'est plus rigolo, Jean-Michel Grosjeu, voilà. Ça vient de D'accord. là. Bon. Je pense que beaucoup de personnes se posaient la question. Au moins, t'as dévoilé ton secret. Et Voilà.
D'ailleurs, alors bon, je le dirai à la fin, mais je le dis déjà, il y a les vidéos de, je vais dire Jean-Michel Grosjeu parce que Mais oui, c'est c'est mon nom. c'est ton nom de scène, d'artiste, si je puis dire. Artiste, voilà. Et si vous l'avez pas fait, allez voir la série. J'attends avec impatience demain la vidéo sur Interstellar. Demain. Ouais. Mais quand tu sortiras ta vidéo, non, ils l'auront je sais pas quand tu la sors là, ça sera peut-être déjà en ligne depuis bien longtemps. Ouais, bah ça on verra ensemble quand est-ce qu'on la met en ligne, avant ou après. Mais allez voir la série. La première c'était sur Stationfall, la deuxième c'est Interstellar, la troisième c'est un genre de débrief sur les jeux, et la C'est troisième ça, c'est interview avec Phil Eklund, si je ne Phil m'abuse. Eklund et Matt Eklund, donc Et Matt les Eklund. deux auteurs des deux jeux qui sont père et fils. Ouais. Et donc voilà, et c'est vraiment marrant parce que en fait, donc il raconte un peu dans l'interview quand Matt Eklund était beaucoup plus jeune, était ado, avec son père Phil Eklund, il jouait à une espèce de jeu qui était une espèce moitié jeu de rôle, moitié jeu de société dans un vaisseau spatial. Et en fait, du souvenir de ce jeu-là, les deux, bah, il y en a un qui Ils a ont fait eu Station Flow et l'autre ouais. qui a fait Interstellar. Et donc, c'est quand même incroyable après nous de jouer dans la même journée à ces deux jeux-là et après de discuter de ces jeux-là, en plus avec les deux auteurs. Voilà. J'ai prévu à l'occasion de faire une interview avec Phil Eklund. Ça fait un moment qu'on en parle aussi. Il m'avait laissé son WhatsApp. Au final, bon, ça s'est pas fait pour l'instant. Ça viendra un jour. Mais je voulais sauter du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Je vais rester sur. On va commencer tranquillement avant de continuer sur des choses un peu plus sur ce que tu fais toi. Mais comment toi, ça fait longtemps, de ce que j'ai compris, ça fait très longtemps que tu es dans les jeux. Mm. Parce que tu parles je crois, sur ta vidéo sur les jeux d'immersion, enfin sur tes opinions, si je puis dire, sur ta playlist, tu, tu parles, je crois, du premier Donjons et Dragons qui Oui, est oui. très ancien. Donc ta passion, elle est née quand tu étais très Oui, jeune. bah, quand j'étais gamin, quoi. Je sais pas, les premiers jeux auxquels j'ai joué, je devais avoir 10-11 ans, quoi. Des premiers jeux sérieux, quoi. Et, Et est-ce qu'il y a un jeu à cette époque-là qui t'a marqué, qui a fait que... Est-ce que c'est le jeu de rôle, par exemple, tu parles du jeu de rôle, même si... je vais pas dire que t'en es revenu, mais ça, on va dire que tu as une vision... un- Alors, ouais, alors non, je suis pas revenu, je continue toujours à jouer à des jeux de rôle évidemment. Avec mes fils en particulier, et puis avec des amis, et puis ma femme aussi, on joue à des jeux de rôle en famille et puis avec des amis. Donc les jeux de rôle, j'ai jamais arrêté depuis Donjons et Dragons. Donc oui, Quel jeu, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a ben, en vraiment fait, envoyé sur... j'ai commencé tout au début, j'ai commencé avec des wargames historiques. Ok. Parce que c'est ça qui existait à l'époque. Et puis, très rapidement, donc je me suis rapproché de boutiques qui étaient quand même assez dures à trouver, parce que moi j'étais en province, Ouais. j'habitais à Calais, dans le Grand Nord à cette époque-là, et donc il n'y avait pas de boutique du tout de jeux par là. Par contre, quand on allait à la grande ville, donc à Lille, il y avait une boutique qui vendait des jeux donc d'import, donc des jeux qui étaient en anglais, qui n'étaient pas traduits du tout en français. Donc moi j'étais ado, j'étais au lycée, j'ai même pas pris anglais première langue, donc je comprenais rien. Mais j'achetais les jeux quand même parce que ça me fascinait. J'avais mon dictionnaire, je les traduisais mot à mot. Et tout de suite j'étais plus intéressé, mais ça c'est une question d'imaginaire, par tout ce qui était fantasy et science-fiction. Donc rester dans le monde des jeux type wargame, parce que de toute façon il y avait que ça à l'époque. Mais avec des thèmes type fantastique, fantasy et science-fiction. Et donc les jeux que j'ai en tête qui m'ont fasciné quand j'étais petit, c'est le fameux par exemple Magic Realm dont j'ai fait une vidéo Ah oui. et avec lequel j'ai joué j'ai fait une partie filmée avec les gens du passe-temps là de Toulouse. Sinon des jeux comme Car Wars ou après je sais pas si ça te parle de Freedom in the Galaxy. Enfin ou bien Krayavok aussi. Et donc ça voilà, c'est un truc qui existe depuis les années 80 et c'est à ça que je jouais quand j'étais ado, quoi, et auquel je joue toujours d'ailleurs. J'ai pas changé, ces jeux-là je les ai toujours et je joue toujours avec. Ils sont toujours aussi excellents, ils n'ont pas pris une ride. Si on a l'occasion d'en parler plus tard dans cette interview, l'idée de les jeux modernes sont bien mieux. Madame Bovary, c'est pas moins bien parce que c'est pas moderne. Non, C'est différent. l'âge d'un jeu a aucun rapport
rapport avec la qualité d'un jeu. Du coup, alors parce que j'avais une question sur le fait de savoir si tu avais une expérience particulière en lien avec le jeu toi-même, c'est-à-dire dans le design ou la pédagogie, parce que dans la façon dont tu présentes les règles, et en même temps, tu as répondu dans la question précédente parce que tu dis depuis que je suis ado, je jouais à des jeux anglais, je comprenais pas grand-chose, je prenais le dictionnaire, je bossais toutes les règles. Donc, est-ce que ça t'a amené un aspect pédagogique ou en tout cas une expérience parce que tu es très pédagogue et on reviendra sur ta façon de faire tes vidéos. Mais est-ce que toi, tu avais de l'expérience personnelle qui t'a permis de proposer les vidéos que tu proposes aujourd'hui ou tu penses que c'est ton expérience, on va dire, d'ado ou de jeune adulte et que c'est un travail de fond qui fait que... Non, donc j'ai jamais été prof ou quoi que ce soit. J'ai pas de. Non, mais parce que... J'ai pas d'expérience dans la pédagogie. J'ai pas fait de cours de pédagogie ou quoi que ce soit. Par contre, je suis toujours, mais romancier. J'ai écrit des romans. Donc, moi, ce que j'aime, c'est raconter les histoires. Et quand il faut quand il faut expliquer les règles d'un jeu à quelqu'un, et c'est ce que j'essaie de faire dans mes vidéos, j'essaie avant tout de raconter une histoire pour que la vidéo elle-même de règles soit intéressante à écouter. Et voilà. Et que, tu vois, il y a vraiment des astuces de narration, quoi, quand on raconte une histoire et quand on écrit un roman ou un scénario. Bêtement, on fait monter le suspense, on fait traîner un peu quand on raconte les règles d'un jeu, c'est un peu la même chose. On balance pas tout d'un coup, on y va graduellement, on commence par des éléments, puis on emmène l'auditeur là où on veut l'emmener. Et donc c'est peut-être ça aussi qui fait que, Ouais, je pense. voilà, que les vidéos passent bien, quoi. C'est que moi, à chaque fois que je fais une vidéo de règles, mon but, c'est que la vidéo en elle-même soit agréable à entendre, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait super plaisir quand je vois des commentaires de mes vidéos de gens qui disent qu'ils ont écouté ma vidéo alors qu'ils n'ont pas le jeu. D'ailleurs, personnellement, ça m'arrive de réécouter mes propres vidéos parce que j'aime bien. Je trouve ça cool, je trouve que c'est une belle histoire et j'aime bien. De toute façon, j'aime bien les règles de jeu en général, quoi. Ah, j'allais dire, alors que les gens qui regardent mes vidéos entièrement, ils sont vraiment courageux parce que moi, ça part plus dans tous les sens. On propose pas le même contenu, mais je pense que je serais incapable de faire ce que tu proposes, clairement. C'est pour ça que je me suis plus tourné vers les parties, on va dire, expliquées ou comme ils font pas mal à l'étranger. Mais en tout cas, non, à chaque fois, c'est pour ça que tu as un côté narratif très, enfin, j'allais dire carré, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, voilà, et agréable à écouter. Mais Donc, après, il faut voir que quand je fais une vidéo de règles, donc déjà au début, je passe un temps fou sur les règles elles-mêmes pour être archi sûr déjà que je ne fais pas d'erreur et que je dis tout dans mes vidéos, mais surtout de trouver le bon ordre et comment les présenter. Ouais. Parce qu'en général, les vidéos que je fais pour expliquer les règles, elles suivent jamais la logique du livret de règles. À chaque fois, c'est ma logique à moi, quoi. J'essaie de trouver quelle est la meilleure façon de présenter les choses, quoi. Et déjà, ça prend un temps fou. Et le deuxième truc qui prend un temps fou, c'est que tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est écrit à l'avance. J'improvise pas le moindre mot, quoi. Même dans mes vidéos, quand je dis je sais pas quoi, bref, allez hop, ou des trucs comme ça, enfin tu sais, des petits mots. Presque les onomatopées que tu les aurais écrites. Même ça, c'est écrit. Ok. J'improvise zéro dans mes vidéos. Hein. Ouais, tout ça, c'est écrit. Et donc, c'est pour ça aussi que j'essaye de faire des trucs. Voilà, c'est comme quand on écrit les dialogues dans un roman ou un scénario, quoi. C'est essayer que ça sonne naturel, tu vois. Ouais, mais c'est ton côté écrivain en fait, mais qui se retrouve dans la. Et moi, je retrouve le même plaisir qu'à écrire un bouquin ou à faire mes vidéos, c'est pareil. Ouais. Et quand tu fais ça, est-ce que tu es focalisé sur les règles et tu te débrouilles toi-même de A à Z, ou est-ce que tu vas regarder aussi en amont comme moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on parlait en off, je crois, où je te disais que je regardais tes vidéos, que je regardais des vidéos d'autres chaînes anglophones ou francophones pour avoir un aperçu. Est-ce que toi, tu vas regarder d'autres chaînes un peu pour voir comment ils présentent et pour te faire une idée des règles? Parce que moi, je trouve que c'est des fois plus facile de s'imprégner, entre guillemets, des règles que des fois le manuel, comme les jeux de Phil Eklund, où on y reviendra sans doute, mais c'est pas évident à...
je fais les deux, C'est-à-dire que forcément, il faut lire le manuel des règles parce que, entre guillemets, la vérité, elle vient du manuel des règles. Et quand tu écoutes une vidéo sur Internet, t'es pas à l'abri que le gars soit gouré. Donc, ce qui compte finalement, le juge de paix, c'est le manuel des règles. Par contre, oui, j'écoute aussi des vidéos de mes petits camarades j'écoute les tiennes aussi. T'es courageux, t'es courageux alors. Avoir un aperçu d'un jeu, c'est ça, voir quelqu'un jouer, c'est bien. Et justement, toutes ces vidéos super longues, c'est un peu donc dans l'idée de ce que tu fais toi, c'est-à-dire que tu laisses tourner la caméra. Et tu vois, tu fais pas de coupe, tu laisses le truc. Moi, j'adore faire ça, genre en faisant la vaisselle ou en faisant autre chose. Je mets le truc à côté et t'écoutes. Et puis de temps en temps, hop, il y a un truc qui attire ton oreille. Tu regardes et tu te dis, ah, ce point de règle-là, je connais pas. Tu regardes la séquence et puis après, je vais revoir dans les règles pour voir, attends, il s'est gouré ou c'est moi qui ai pas compris. Et puis voilà. Et effectivement, toutes ces vidéos-là, c'est assez utile. Hein, Et comment tu choisis le jeu que tu vas présenter sur ta règle? Parce que tu me disais qu'au départ, c'est un peu avec les potes, on va jouer à un jeu, on connaît pas, ou ils connaissent pas, et pour éviter qu'ils viennent tranquilles la fleur au fusil, je débroussaille, ou j'explique tout de A à Z. Et là, maintenant, est-ce que c'est toujours la même chose? C'est que tu prévois des sessions de jeu avec tes amis ou avec des joueurs, ou est-ce que tu suis... Enfin, comment tu choisis ton jeu, en fait? En fait... Voilà, au début c'était ça, c'était les jeux auxquels je jouais et donc il fallait donc voilà, c'était l'actualité. Alors pas forcément l'actualité commerciale, mais mon actualité de jeu à moi quoi. Voilà, on avait envie de jouer à un jeu et donc il fallait faire les règles. Et puis en fait, il y a quand même un moment, je me suis dit, c'est quoi les jeux de Jean-Michel Grosjeu quoi. En fait, tu vois, il y a un moment et toi pour ta chaîne, je sais pas si tu te poses cette question-là, mais il y a un moment, tu as besoin d'une ligne éditoriale. Quoi. Tu dis, il faut que les jeux dont je parle moi me ressemblent. Quoi. Et que les gens qui viennent voir mes vidéos, ils sachent que quand ils vont voir un certain type de jeu sur ma chaîne. Quoi. J'allais dire, c'est comme tu disais dans une vidéo, en fait, les vidéos des jeux que je présente, et c'est ce que tu disais dans une de tes vidéos, c'est les jeux auxquels j'ai envie de jouer, en fait. Oui, oui. Par exemple, je te donne un exemple. Donc avec ma femme et mes deux fils, il y a un jeu auquel on joue depuis des années. Partout où on va en vacances, machin, on a toujours ce jeu-là avec nous. Et quand on est tous les quatre, c'est le jeu auquel on joue, c'est Tichou. Et je ne sais pas si tu connais ce jeu de cartes, un Tichou, c'est un jeu de pli. Et donc, c'est un jeu que j'adore, déjà parce que je trouve que c'est un excellent jeu, primo, et secondo, parce qu'en plus, il y a tellement de souvenirs de famille qui sont liés à ce jeu-là, on y a joué partout dans le monde. Mais bien sûr, jamais je ferai une vidéo sur ce jeu-là, parce que c'est pas un jeu de Jean-Michel Grosjeu. C'est pas un gros jeu. C'est pas un gros jeu, ça rentre pas dans la ligne éditoriale. Quoi. Ouais. Donc, en fait, j'ai ressenti à un moment le besoin d'essayer de préciser déjà pour moi qu'est-ce que c'était ma ligne éditoriale, de quel jeu j'allais parler sur ma chaîne et de quel jeu j'allais jamais parler sur ma chaîne. Et c'est là que je suis arrivé à formuler cette histoire de jeu d'immersion. Parce que j'ai cherché donc, ce qui caractérisait tous les jeux qui me plaisaient et dont j'avais envie de parler sur ma chaîne. Et donc c'est pas seulement les gros jeux dans le sens compliqué. Tu prends un truc genre Barrage ou Brass Birmingham ou Terraforming Mars, jamais je parlerai de ces jeux-là sur ma chaîne alors qu'ils sont compliqués. Donc c'est pas seulement les gros jeux. Le fait d'être gros suffit pas. Voilà. Ouais. Et donc je me suis rendu compte que les jeux qui me plaisaient et surtout les jeux dont je pense qu'ils ont besoin que quelqu'un parle d'eux parce qu'on n'en parle pas assez. Donc les jeux que j'avais besoin de promouvoir, quoi, c'était ces jeux-là, ces jeux d'immersion, donc les jeux qui racontent une histoire. Sauf que là, il faut préciser, parce que actuellement, si tu parles de jeux qui racontent une histoire à quelqu'un, souvent aujourd'hui, on va penser jeu narratif. Et quand on parle jeu narratif, on pense jeu à paragraphe. Ouais, Tainted Grail, voilà, compagnie, quoi. Et dans ces cas-là, en gros, l'histoire, c'est l'auteur qui l'a inventé. Et en fait, un peu comme un jeu dont vous êtes le héros, mais avec plus ou moins compliqué et plus ou moins de règles de jeu dessus. Mais les gens vont suivre l'histoire qui a été imaginée par l'auteur. Mais moi, c'est pas ça du tout les jeux qui m'intéressent. Moi, les jeux qui m'intéressent, c'est les jeux pour lesquels, comme Stationfall,
l'auteur a inventé zéro histoire. L'auteur a fait juste un bac à sable géant avec plein de petits jouets dedans, plein d'éléments, de personnages, d'objets, de trucs farfelus. Et après, quand on joue avec ces règles de jeu, l'histoire, elle apparaît toute seule, quoi. Et c'est pas l'histoire qui a été inventée par Tartampion, c'est l'histoire et c'est même pas inventé par les joueurs. C'est pas comme dans certains jeux de rôle où les joueurs inventent eux-mêmes l'histoire. Là, non. Personne n'a inventé l'histoire. On vit juste une histoire qui émerge comme ça du jeu auquel on est en train de jouer. Et là, il y a plein de jeux comme ça. Et moi, je me suis dit, c'est de ces jeux-là que je veux parler. Et donc, normalement, et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas aujourd'hui, je fais ça à 100%. Tous les jeux dont je parle sur ma chaîne, c'est des jeux qui sont comme ça. Et donc, que j'appelle les jeux d'immersion, parce qu'il fallait trouver un nom, parce que... Oui, parce que c'est pas forcément des gros jeux, comme tu dis. Et des fois, on peut se tromper. Bon, souvent, mais pas forcément. Après, comme tu disais dans une vidéo, c'est souvent des jeux qui ont nécessité d'avoir des règles élaborées. En fait, c'est des jeux horizontaux. Par exemple, moi, ce que j'ai trouvé marrant, par exemple, donc donc au domaine de cas, la Station Fall, on a joué, donc il y avait plusieurs joueurs, et parmi les joueurs, il y avait Paul Gara, la podcasteuse. Célèbre dans le milieu, donc il fait des podcasts super que j'invite tout le monde à aller écouter. Et ce qui est marrant, c'est elle joue surtout plus à des jeux quand même euros. Et donc au début, bon, on l'a convaincu de jouer avec nous à ce jeu-là, et donc qui était un jeu quand même plutôt compliqué, les règles, donc il fallait qu'elle se plonge dans les règles. Et une de ses premières réactions après avoir joué au jeu, c'est de se dire, Station Fall, c'est pas si compliqué que ça en fait. Ah oui. Et c'est parce que c'est un jeu horizontal en fait. C'est-à-dire chaque règle est simple. Ça a du sens en plus. Souvent ça a du sens. En plus ça a beaucoup de sens parce que c'est très diégétique, quoi. C'est très immersif et très thématique. Mais en fait la complexité elle vient du fait qu'il y a beaucoup de règles. Il y a beaucoup de petits éléments. Il faut apprendre comment fonctionne l'antimatière, comment ça fonctionne et le projet X et les bombes incendiaires et il y a plein de trucs. Il faut apprendre comment ça marche. Chaque petit élément il est facile à comprendre, mais il y en a tellement que ça fait des règles ça fait des grosses règles. Donc c'est pas des règles compliquées, mais et c'est marrant parce que ce point-là, souvent quand tu regardes sur Board Game Geek les notes ou les évaluations de certains jeux qui sont de ce genre-là, tu as des gens qui vont leur reprocher ce genre de petits détails de règles qui va apporter des subtilités, mais qui fait que c'est un jeu comme ça. Et ils vont mal noter un jeu alors que peut-être ils n'ont pas vraiment bien appréhendé à sa juste valeur. Après les goûts et les couleurs, hein, c'est... Oui, puis le problème de Board Game Geek, c'est qu'ils veulent mettre sur une seule droite, donc avec une seule note, la complexité du jeu, un truc qui est beaucoup plus compliqué, qui est beaucoup plus multidimensionnel, quoi. C'est un peu le machin, non, je ne devrais pas l'appeler machin. Simon du passe-temps. Notre Simon national du passe-temps, le super youtubeur, il avait fait une vidéo là-dessus sur les jeux compliqués. Et il expliquait très bien que compliqué pour un jeu, ça ne veut rien dire. On peut dire que les échecs, c'est un jeu compliqué. La preuve, il y a des gens très intelligents qui dédient leur vie entière aux échecs. Pourtant, les règles, elles sont toutes bêtes. Les règles des échecs, tu apprends ça en 5 minutes. Mais c'est un jeu compliqué. Et à l'inverse, un jeu comme Magic Realm, dont j'ai fait une vidéo là, moi j'ai fait mes règles, elles font 7 heures. Il y a 7 heures de vidéo pour apprendre les règles du jeu. Donc on peut dire que c'est un jeu complexe. Mais il est complexe parce qu'il est très vaste, quoi. Ouais. C'est un jeu où tu as des règles qui t'expliquent comment marche le tapis volant, par exemple. Et tu peux jouer 10 parties sans jamais trouver un tapis volant. Donc tu as appris les règles pour rien, quoi, parce que tu le trouves pas. Mais n'empêche qu'il faut apprendre les règles au cas où tu le trouverais. Ouais. Le jour où tu le trouves, tu es content de connaître les règles. Exactement. Et moi, je trouve que ça fait partie du plaisir du jeu, parce que le jour où tu le trouves, mais t'es vraiment émerveillé. Tu ouvres le truc, tu retournes la carte, donc tu trouves un coffre, là, t'es un chevalier, tu trouves le coffre. Tu retournes la carte et il y a le tapis volant, tu dis waouh, parce que en fait, tu rêves, depuis que tu as appris les règles, tu rêves de trouver un jour ce tapis volant, quoi. Et quand tu le trouves, tu es vraiment émerveillé. Alors qu'un autre jeu où la règle, c'est juste un texte écrit sur la carte, tu retournes la carte, un tapis volant, tu lis la carte pour savoir ce que ça fait, et puis c'est tout. T'es pas émerveillé, quoi. Alors que là, si, t'es émerveillé, parce que ça fait des mois que tu rêves de trouver ce tapis volant. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit là, parce que est-ce que tu as travaillé dans les jeux de société ou pas du tout? Parce qu'en fait, vu que
En off, on a parlé de différentes choses, et même là, moi, il y a des gens, tu vas me parler de gens, je connais de nom ou de vue ou quoi au caisse, mais je connais pas du tout, voire même, je les connais simplement pas parce que je suis dans mon petit truc de High Frontier notamment et certains jeux, et voilà. Est-ce que tu as bossé là-dedans ou pas du tout? Non, non, j'ai pas jamais bossé. Alors j'ai bossé dans le jeu vidéo. Ok. J'ai bossé dans une boîte de jeux vidéo, mais donc rien à voir avec le jeu de plateau. Et en tout cas, c'est pas du tout les mêmes gens. Et mais mais justement, je trouve que c'est ce qui est intéressant dans le jeu, dans le milieu du jeu de société. Et moi, c'est ce que je trouve vraiment très agréable. Et je suis très content maintenant de bosser, de rouler un peu ma bosse dans ce milieu-là. C'est que, donc, comme je te disais, j'ai écrit des romans, Mhm. donc j'ai eu 9 romans qui ont été édités. Donc j'ai un peu, et en plus, j'ai fait une chaîne YouTube d'analyse littéraire. Ouais, ça, j'ai. Vas-y, dis-le J'ai pas. fini un roman. Je l'ai vu récemment, je l'ai vu hier en fait. Parce que du coup, j'avais pas tout. Comment? J'ai vu Ah, en hier. tout cas. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que donc là, j'ai fait ça pendant pas mal de temps, hein, de cette chaîne d'analyse littéraire. Et donc, ce qui est marrant, c'est que sur ma chaîne d'analyse littéraire, donc je sais plus à combien j'en suis, mais enfin, j'ai dépassé 100 000 abonnés, donc je dois être à 110 ou un truc comme ça. Est-ce que je suis à 100 000 abonnés? Bon, en tout cas, chacun pourra aller vérifier. Je sais plus combien. Enfin, ouais, c'est peut-être 90. Bref, on est autour des 100 000, on va dire. Mais donc beaucoup, quoi, Ouais. beaucoup. Et enfin, en tout cas, moi, j'en étais très content. Et ce qui est marrant, c'est que donc je faisais ça dans mon coin, c'était des analyses de romans. Donc les commentaires étaient super, les gens étaient contents et tout ça, mais au niveau professionnel, donc que ce soit les éditeurs ou les autres auteurs, ou même les youtubeurs ou les journalistes, hein, alors moi je cherchais pas forcément, mais en tout cas personne m'a jamais contacté, quoi. Et donc j'étais tout seul dans mon coin à faire ça, je trouvais ça bien et les gens étaient contents. Et puis voilà. Et donc ce que je trouve marrant, c'est que là avec Jean-Michel Grosjeu, là j'ai passé 10 000 abonnés il y a pas longtemps, donc ça veut dire que c'est 10 fois moins. Mais là, tout de suite, très rapidement, j'étais contacté par des autres youtubeurs, par des joueurs, par des auteurs. Et donc, c'est un petit monde super dynamique, sans chichi, quoi. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de machin. Il suffit de prendre son téléphone et puis on peut parler à qui Ouais. on veut. Et donc, j'ai tout de suite trouvé ce milieu du. Donc, même si je ne suis pas un professionnel du jeu, en fait, la frontière entre un amateur et un professionnel est beaucoup plus fine dans le monde du jeu de société, j'ai l'impression. Et très rapidement, alors que tu es amateur, en tout cas tu gagnes pas d'argent avec ça, quoi, c'est pas ton métier, et ben tout de suite tu nages dans la même piscine que tout le monde, quoi, et c'est super sympa, quoi. Et donc c'est pour ça que tu me demandes si je suis professionnel. En tout cas, voilà, moi je me sens limite plus professionnel du jeu de société que du roman, alors que j'ai gagné de l'argent en écrivant des romans et alors que je gagne pas d'argent Après, en faisant du jeu de société. est-ce que ça, c'est pas dû notamment au fait que les designers, j'allais dire, sont habitués à mettre en œuvre des playtests, donc faire essayer les jeux par d'abord des petits groupes, ensuite des groupes plus larges, et que du coup, ben, ils sont habitués à fonctionner un peu ensemble. Ils fonctionnent pas sans les joueurs. Alors tu me diras, le romancier il fonctionne pas sans le lecteur, mais il demande pas son avis au lecteur de savoir si l'histoire lui plaît ou pas. Non, mais t'as raison, peut-être, ouais, peut-être. J'ai pas réfléchi à ça, mais t'as raison. C'est vrai qu'il y a un côté communautaire obligatoire, entre guillemets, dans le jeu de société qu'il n'y a pas dans la littérature. Dans la littérature, tu peux être tout seul au fond de la campagne à écrire ton roman, puis tu le mets juste à la poste, t'envoies ton mail à la fin, et puis tu vois même ton éditeur, tu le vois jamais. Enfin, tu peux ne jamais le voir. Mais mais, mais pas seulement quand même. Je pense quand même que c'est une société. Puis après plus jeune quoi, et plus jeune, pas forcément que les gens sont plus jeunes. Regarde-moi, mais mais simplement le métier, l'art, hein, l'art du jeu est plus jeune. Alors même si on jouait déjà dans la romantique, mais en fait l'industrie du jeu est beaucoup plus jeune que l'industrie du roman, évidemment. Et alors, moi, je me pose une question, c'est est-ce que quand tu fais tes vidéos, tu les fais tout seul ou il y a des gens qui t'aident? Parce qu'en fait, on va y revenir sur le montage, mais pour moi, tu fais
peut-être que pour toi c'est simple, mais tu sais, tu vas mettre des petites images, les icônes qui sont bien découpées. Et tout le monde, d'ailleurs, je le vois à chaque fois, tout le monde te dit que c'est très didactique, que ben, t'as presque l'impression de voir des PowerPoint qui défilent à la réunion, tu sais, mais genre, t'as tout compris à la fin, quoi. C'est... Ben, non, je fais ça tout seul, mais j'aime bien les petits. Même donc, sauf sur le domaine de cas, même la musique, c'est moi qui fais. Parce que Sinon, je fais tout. le domaine de cas, notamment, parce qu'on Non, c'est professionnel presque pour moi. On voit les, enfin, c'est peut-être professionnel, mais on voit qu'il y a une genre de station de montage, je sais pas comment on appelle ça. ouais. Euh, Alors, oui, alors là, on a été aidé effectivement par quelques pros qui nous ont aidés sur ce projet-là, mais c'est quand même, c'est assez artisanal quand même, hein. C'est-à-dire un vrai pro qui passe là, il nous dirait que notre montage c'est n'importe quoi et oui, mais bon. donc voilà. Mais si, on s'est fait quand même aider par des pros aussi. Et par exemple, il est modeste, on ne l'a pas dit, mais si tu as vu, si t'as vu la vidéo de Station Fall, Ouais, ouais, bien sûr. euh, tu vois il y a un joueur qui s'appelle Raphaël. Ouais. Et ben, il a été l'année dernière César du meilleur son, hein, c'est un ingénieur du son. Ah oui, d'accord. Et donc si tu vas revoir la cérémonie des Césars 2023 ou non pas la dernière, celle d'avant, Ouais. tu vas le voir monter sur scène, aller chercher son César. Et donc il nous a bien aidé pour le son. Ça c'est sûr qu'on savait en commençant qu'on aurait des bons conseils pour les prises de son au domaine de cas. Tout ce qui est, C'est juste parce que c'est un ami d'enfance et je joue avec lui depuis que je suis tout petit. Et donc, c'est pas du tout en cette oui, oui. qualité-là qu'il était invité avec nous, quoi. Ok. Mais après, il y avait tout, même pour moi. Alors peut-être qu'un pro, il va arriver et il va dire non, mais les gars, vous faites ça à l'arrache, j'allais dire. Pour moi, quand je vois le matos même et tout ça, moi qui fais avec mon petit appareil photo, moi déjà, ça me paraît Mais un autre monde. Ah, ça nous a coûté de l'argent, hein. ah ouais, voilà, c'est ce que j'avais posé comme question. On n'avait pas du tout en tête de gagner de l'argent en faisant ces vidéos-là. C'est même l'inverse. Ça nous a coûté cher, hein, de tout ça parce qu'il y avait 5 caméras, hein, donc non, c'était. Et ça, c'était ton idée à toi? Parce que je sais que tu parles du théâtre de Jean-Michel Grosjeu, et d'ailleurs, comme tu disais, le premier opus, si je puis dire, c'était sur Magic Realm, si je ne Ouais. m'abuse. Et donc ça, c'était une idée de toi de faire la série là qu'on est en train de voir, ou En vous avez fait, été plusieurs depuis longtemps, mais comme je te dis, c'est un peu aussi l'envie du romancier, quoi. Depuis longtemps, donc je prenais plaisir à faire les vidéos de règles, mais j'avais envie plus de raconter des histoires. Et quand tu joues et que tu te rends compte que le jeu que tu fais autour de la table, genre tu joues à Station Fall, bah, il y a vraiment une histoire qui ressort de ce jeu. Bah, tu dis, en plus, comme quand tu aimes bien raconter l'histoire, forcément tu te dis, bah, cette histoire-là, j'aimerais bien la raconter à des gens. D'où l'idée de faire des parties filmées, ça semble naturel. Donc il y a longtemps que je rêve de ça. Donc ce que j'avais fait avec euh, Magic Realm, Ouais. parce que j'avais été invité par Simon Dupastan et eux ils ont un studio pour filmer tout ça. Ils ont même des gens on a joué pendant 6 heures à Magic Realm. Pendant 6 heures il y avait un gars avec son casque sur les oreilles qui monitorait le son pour être sûr qu'il n'y ait pas de coupure et tout ça. Donc ils ont des beaux moyens là-bas. Sachant que la vidéo finale est de 40 minutes à peu près, ou 50 minutes. Ouais, c'est ça. Après, bah oui, il faut faire du montage, quoi. C'est Ouais. comme au cinéma, t'as plein de rushs et puis après, il faut faire du montage. Mais justement, pour raconter une histoire qui Ouais. soit rythmée, qui se passe des trucs, et donc, il faut couper plein de trucs. Et surtout que mon idée, c'est vraiment de dire que la personne qui écoute l'histoire, donc qui regarde la vidéo pour ces vidéos-là, donc au domaine de cas, c'est pareil, elle n'a pas à connaître les règles du jeu. Ouais. Elle doit comprendre l'histoire même sans connaître les règles du jeu. Donc déjà, tu peux pas faire ça avec n'importe quel jeu. Tu peux pas faire ça avec les échecs, par exemple. Si tu connais pas les règles des échecs, tu vois des gens jouer aux échecs, ça va jamais te raconter une histoire. Et ben là, donc ces types de jeux-là fait ça. Mais pour ça, enfin voilà, il faut du montage, il faut, si possible, et puis il faut aussi des gens sympas autour de la table. Il y a aussi un peu d'acting, quoi. Ouais. Si les gens sont trop cérébraux et tournés sur leur truc, ça va pas marcher non plus. Donc fallait bien choisir les personnes. Et donc effectivement, je rêvais de faire ça depuis longtemps. Et il se trouve que là,
Ben, je connais aussi depuis assez longtemps Olivier, le propriétaire du château de Domaine de Car. Et donc, je racontais que donc Olivier, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps, et donc on le rencontre, il nous invite comme ça juste pour passer un week-end chez lui, dans son fameux Domaine de Car, son château. Et c'est là que donc il me parle de ses activités en fait de mécénat, c'est-à-dire que il utilise son château, donc il a complètement retapé, et il a même donc des terres agricoles autour, donc il fait il fait des légumes, quoi. Du maraîchage. Il produit du maraîchage, il produit des légumes, et puis des pommes et du cidre et tout ça, parce qu'il est en Bretagne. Et à l'occasion, on se souvient des jeux qu'on a fait il y a quelques années, quand on avait 20-25 ans, et des jeux de rôle et des choses comme ça. Et alors qu'il fait du mécénat, c'est-à-dire qu'il reçoit aussi dans son château des cours, par exemple des séminaires d'écriture, des choses comme ça. Voilà. Et on s'est dit tous les deux, ça nous a semblé à ce moment-là évident qu'il fallait faire quelque chose autour du jeu dans son château, quoi. Et comme moi, depuis longtemps, je rêve de ces histoires de narrative, on va dire. De parties filmées sans passer le pas, quoi, à part cette parenthèse du passe-temps à Toulouse. Ben voilà, là on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on s'est dit dans un cadre comme ça, il faut aussi faire. Le cadre étant agréable et exceptionnel, il fallait faire des jeux exceptionnels, quoi. Et donc trouver vraiment des gros jeux, faire venir des gens intéressants autour de la table, voilà. Et donc ça me fait penser à deux questions. La première, c'est parce que le passe-temps t'avait été invité, c'est ça? Alors oui et non, parce qu'en fait, Simon avait fait, parce que c'était le confinement, c'était pendant le Covid, il avait fait la vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui était les jeux compliqués, quoi, ce que c'est la complexité d'un jeu. Et là-dedans, il avait cité Magic Realm comme étant le jeu le plus compliqué en termes de règles. Et donc moi, tout de suite, en commentaire de sa vidéo, je lui avais dit, mais quand tu veux, on joue à Magic Realm. Et donc là, il m'avait pris au mot en disant, bah oui, dès que le confinement est terminé, on s'organise ça, quoi. Et c'est ça qui a donné cette partie. En fait, je posais plus cette question parce que, comme tu disais, tu savais très bien que tu allais perdre ou que vous alliez perdre de l'argent. Et du coup, est-ce que pour les gens comme moi, il y en a plein, je pense, qui du coup suivent et aiment bien ce genre de version de Jean-Michel Grosjeu, est-ce que dans ton idée, t'aimerais pas pérenniser ce genre d'événement, mais le réitérer, alors peut-être sous une forme nouvelle pour pas que tu perdes trop d'argent à chaque fois. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est dans ton idée de... Oui, ben en fait, il y a une grosse partie. Après, il y a une grosse partie de l'argent entre guillemets qu'on a dépensé, pour rentrer dans le détail, qui est en fait de l'investissement. Quand tu achètes une caméra, c'est de l'argent, mais ta caméra, tu l'as. Donc la prochaine fois, tu n'as plus besoin de faire cette dépense-là. Comme on manquait beaucoup de matériel, effectivement, donc conjointement Olivier et moi, on a dépensé pas mal d'argent simplement pour s'équiper, mais la prochaine fois ça coûtera moins cher. Et donc oui, on va continuer parce que franchement, pour dire un gros mot, mais un joli mot, nous on voit ça comme de l'art, quoi. C'est-à-dire voilà, c'est du jeu de société, toute proportion gardée. On reste conscient que on parle de jeu de société, mais c'est quand même une démarche artistique dans le sens que on a la chance de ne pas vouloir forcément gagner d'argent avec ça, parce que voilà, on n'a pas besoin de ça. Et du coup, on se dit, c'est même sans aller jusqu'à parler d'art, tu prends quelqu'un qui est passionné par la pêche et qui adore aller pêcher le week-end. Tu lui dis, oui, mais tu dépenses beaucoup d'argent dans la pêche et tu en gagnes pas. Tu dis, non, je fais la pêche pour m'amuser, j'ai pas besoin de gagner de l'argent en faisant de la pêche. C'est ma passion. Voilà, là c'est pareil. Faire ça, ça nous amuse, et ça m'amuse personnellement. Enfin, je parle pas trop. Non, après, faudra interviewer Olivier pour demander. Mais voilà, moi clairement c'est ça, c'est ma passion. Et donc si ça me coûte de l'argent, oui, c'est qu'il y a beaucoup de passions qui coûtent de l'argent, mais c'est comme ça. J'adore faire ça et voilà. Et comment vous, parce que peut-être que c'est vous du coup, comment vous avez choisi les personnes que vous avez invitées? À part ton fils, peut-être. Et... Voilà, il y a mon fils. Il y a mon fils. Il y a
ben, il y a Olivier, évidemment. Olivier, c'est lui qui nous invitait. Et puis donc enfin voilà, c'est notre projet à tous les deux. Et puis comme je te disais, on jouait ensemble il y a de longues années. On s'est dit voilà, on va continuer à jouer ensemble. Ouais. Raphaël, donc c'est un ami de moi, je l'ai connu, il avait même pas 10 ans, donc donc il a connu avec moi tous ces trucs-là. C'est-à-dire que faut voir que Raphaël, ça fait partie des rares personnes en France qui ont une boîte non punchée de Magic Realm sur une étagère. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Qui vaut son pesant d'or. Exactement, qui vaut son pesant d'or. Il a une boîte de bastons aussi chez lui, donc des jeux qui moi me font rêver et qui sont des jeux. Enfin voilà, pour dire qu'il est dans cette passion-là depuis très longtemps aussi. Et puis moi aussi, ça me semblait important aussi pour compléter l'équipe d'avoir peut-être des gens un peu plus modernes que nous. Enfin, mon fils Gabriel excepté, parce que c'est le plus jeune de la bande. Mais donc et des gens qui sont dans le jeu entre guillemets moderne, dans le milieu. Dans le milieu, dans le jeu moderne, okay. Et puis aussi ce truc que moi je trouve très sympathique, comme je t'expliquais, que j'ai découvert en venant du monde de la littérature dans le monde du jeu de société, c'est ce côté communauté de youtubeurs et de podcasteurs, quoi, tu vois, ouais. Et faire des trucs avec les autres youtubeurs et avec les autres, donc Paul Gara podcast et Fred YouTube, et donc simplement moi je suis abonné à Homo Ludens, la chaîne de Fred, la chaîne de Fred, donc en plus j'ai acheté tous ces jeux, j'ai même fait une vidéo sur Red Flag Over Paris, ouais. Et puis voilà, et quand j'ai 1 heure à plier du linge ou à faire la vaisselle, je mets le casque et j'écoute Paul Gara dans le casque, et donc ces podcasts que je trouve toujours super intéressants. Donc voilà, forcément j'ai pensé à eux tout de suite, quoi. Et parce qu'il y a des gens comme ça, tu les vois sur YouTube et tu as envie de jouer avec eux, quoi, parce qu'ils sont sympas et ils aiment les mêmes jeux que toi, quoi. Ils dégagent une bonne énergie, ils aiment les jeux que tu apprécies. Ce qui est important aussi, quand tu veux faire une partie filmée, tu te dis il faut avoir autour de la table des gens qui ont un peu d'énergie, c'est ça, et qui sont charismatiques, quoi. Ou des réactions qui vont transparaître dans la vidéo, sans être forcément dans l'excès, mais juste qu'on voit le plaisir, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un truc rigolo, je sais plus. Oui, ben c'est avec Gabriel, donc mon fils qu'on voit qui est avec nous. Je discutais avec lui de ça l'autre jour. C'est que on faisait un peu le débrief de ces sessions de tournage. Et on se disait à quel point c'était important que quand tu joues et que tu es filmé, il faut que tu commentes en direct ce que tu fais. Il faut dire, ouais. J'avance là, je fais ci, tu vois, pour que les gens qui suivent, parce que quelquefois sur le plan, on voit pas bien les pions sur la carte et tout ça, et même si tu fais des inserts après, c'est encore mieux si la personne qui joue décrit ce qu'il est en train de faire. Ouais. Et Gabriel me disait, et il a raison, il disait, mais même quand c'est pas filmé, il faut faire ça. C'est-à-dire, c'est pas une question de partie filmée. Même quand tu es simplement avec tes amis autour de la table, le fait simplement de dire ce que tu fais quand tu joues, ça rend la partie beaucoup plus vivante, et beaucoup plus sociale, quoi, et intéressante. Et oui, évidemment, il faut faire ça. C'est vrai. Et alors après, des fois, ça peut être une charge mentale supplémentaire, parce que quand tu fais ça, des fois, sur certains jeux, genre Rail Frontier, je pense, ça peut vite être... Oui, mais c'est intéressant. C'est plus immersif. Toi, ouais. ça te plonge plus dans ton rôle, quoi, dans la peau du gars que tu incarnes dans le jeu, ton personnage ou ton, je sais pas quoi, ton camp. Et ce qui est marrant, c'est que, comme tu dis, si la charge intellectuelle est trop forte, ça peut te pousser à faire des erreurs, par exemple, parce que tant que tu racontes ta vie en train de jouer, bah, tu réfléchis pas. Mais moi, franchement, je préfère largement un jeu vivant où j'ai fait des erreurs qu'un jeu où j'ai fait le jeu parfait et on était tous comme ça en train de réfléchir et à pas décrocher un mot pendant toute la partie. Ça, et en général, quand on fait des erreurs, c'est là où on rigole le plus. Il faut le dire. Mais alors, petit trailer, petit teaser sur la partie de Interstellar que je mets en ligne demain. On a fait des grosses erreurs qu'on voit et c'est là où tout le monde crie et se prend la tête dans les mains, et c'est là que c'est rigolo, c'est là qu'il y a du storytelling et de l'histoire, quoi. C'est quand on se plante, quand... Voilà. C'est ça les aventures. Si tu regardes La Guerre des Étoiles et qu'il se passe jamais rien, qu'il n'y a jamais aucun problème,
bah c'est chiant quoi. Si c'est optimisé à mort, non. Les vraies histoires, c'est quand il se passe des trucs pas prévus et voilà. Alors, je vais te poser une question. Tu réponds ou pas, parce que peut-être que ça va être dans la 3e vidéo, j'en sais rien, mais j'ai envie de la poser. Interstellar Station Fall, ton cœur il balance de quel côté? Et pourquoi? C'est pas dans la 3e vidéo parce qu'on n'a pas fait ça. On s'est pas posé cette question-là. On n'a pas voulu juger les jeux, savoir le. Non, mais c'est plus toi, ta sensibilité globale. Donc moi, je dirais que personnellement, je préfère Station Fall parce que Station Fall c'est plus délirant quoi. Oui. En fait, je préfère l'univers de Station Fall à l'univers d'Interstellar. L'univers d'Interstellar, c'est de la hard SF comme on dit en littérature, donc c'est de la science-fiction réaliste basée sur des éléments scientifiques. Donc c'est intéressant. Mais voilà, moi si je Pour jouer avec des gens en party game, comme ils disent, party game for heavy gamer. Et puis même si c'est à regarder au cinéma, quoi. Si c'était un film, je préférerais le film Station Fall au film Interstellar. Parce que je préfère ça, c'est plus rigolo, il se passe plein de trucs. Il y a un petit côté BD, tu vois, un petit côté pas sérieux dans Station Fall, que personnellement je préfère. Mais là, c'est vraiment des goûts et des couleurs. Et comme je te dis, c'est pas le jeu que je préfère. C'est l'univers que je préfère. Mais justement, l'univers c'est le jeu, vu que c'est exactement mon truc. Donc il faut surtout pas que je dise que c'est pas le jeu. Mais tu comprends quoi. C'est vraiment comme ce qui m'importe le plus pour moi, c'est l'univers dans lequel on va vivre pendant le temps de 3 heures. Et ben forcément, je préfère l'univers de Station Fall, donc c'est le jeu que je préfère. Qui est un peu plus loufoque avec tous les personnages. On va dire que c'est plus standardisé dans Interstellar. Même si tout l'aspect hard comme tu dis, comment dire, hard SF, on va dire que l'aspect est intéressant, mais c'est vrai que l'aspect loufoque de Station Fall ou voilà, le rat et les pattes, moi c'est. Exactement. Typiquement, le rat et les pattes, t'as pas besoin de jouer. Juste dans les règles, tu vois le rat et les pattes, tu dis ouais, c'est super. Ouais, voilà. C'est une excellente idée. C'est même pas le jeu qui est intéressant, c'est l'univers. Ouais, le rat et les pattes, c'est une idée super. Enfin, quand tu vois que dans le même jeu, t'as un astro-singe, un rat et les pattes, et puis l'autre avec le botaniste avec sa plante carnivore, le milliardaire avec son petit chien et tout ça, mais c'est excellent, quoi. Alors c'est un jeu, je le dis, je sais pas si tu penses comme moi, mais c'est pas un jeu à jouer avec tout le monde. C'est peut-être comme certains jeux genre Diplomatie et d'autres. Si tu tombes sur un mauvais joueur, il peut avoir l'impression qu'on s'acharne sur lui et le prendre vraiment personnellement, alors qu'en fait c'est juste le jeu qui, c'est même pas contre lui en fait, il se passe des choses et ça m'est arrivé en ligne, mais c'est. Je dirais c'est comme voir un film avec des mauvais acteurs, quoi. Ouais. Moi, ça m'est arrivé de jouer à des parties de Station Fall où même j'en voulais aux autres joueurs de quelque part m'avoir gâché un peu mon imaginaire de Station Fall, quoi. Parce que tu te dis, tu as des gens qui réussiraient à ne pas te faire aimer ou à te faire moins aimer le jeu alors que c'est un de tes jeux préférés, quoi. Mais effectivement, en fait c'est un peu comme le jazz en musique, quoi. Tu sais, tous ces trucs où on fait les improvisations, et si t'es un groupe qui marche, c'est mieux qu'avec un groupe qui marche pas, quoi. S'il y a une personne qui pêche, ça change un peu la donne, ouais. Exactement, il faut. Et donc évidemment c'est important les gens qui y a autour de la table quand tu joues à un jeu, mais après, mais c'est large, hein, c'est large. Tu vois, t'es pas obligé de jouer toujours avec les mêmes personnes non plus. Tu te rends compte quand même quand tu joues, tu vois, même là, donc ce truc du domaine de cas, donc Paul Gara était pas, je pense, habitué à jouer à ce type de jeu, ouais. Mais elle a marqué à fond et c'était super, quoi. Et je pense que d'ailleurs maintenant elle adore Station Fall et elle arrête pas d'y jouer, mais. On a envie de rejouer quand on a terminé. C'est un bon point. Oui. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que oui, c'est le cas de Station Fall, mais ce qui est marrant, c'est que Interstellar. Je jouais l'autre jour à Interstellar avec Joël des The Incredibles, tu vois. Ouais. Qui a d'ailleurs failli être avec nous au domaine de cas, mais voilà, ça n'a pas pu se faire et c'est dommage. Il y sera une prochaine fois. Et donc on jouait une partie d'Interstellar qui était super, et donc il y avait eu plein de rebondissements. Et il me disait à la fin que
il y rejouerait pas de sitôt. Enfin, il y rejouerait Ah pas ouais? tout de suite. Hein. Oui, mais Interstellar, c'est encore différent. Ouais, mais ça voulait pas dire qu'il aimait pas le jeu. Ouais. Ça voulait dire, en fait, c'est même le contraire. C'est-à-dire que le truc a été tellement unique, quoi, que tu te dis bon, on va rester sur cette histoire-là, et que ce jeu-là, je veux que pendant quelques mois, ce jeu-là me rappelle cette histoire-là, quoi, tu vois. Parce que si tu joues 10 fois de suite à Stationfall, bah, quelque part tout va se mélanger, et tu garderas plus une histoire en tête. Donc faut pas y jouer trop à ces jeux-là. Ça se savoure. Ça se savoure, exactement. Alors, mais moi je préfère largement ça. Dans mes habitudes de jeu, moi je veux pas jouer le plus possible. Moi j'aime bien quand on se met d'accord sur un jeu. Ben, par exemple, on avait joué à BIOS Earth, c'est-à-dire qu'on avait enchaîné avec des amis. On avait enchaîné Genesis, Megafauna, Origins et High Frontier. Et ben, ce truc-là, ça se prévoit, mais 3 mois à l'avance, on avait pris le rendez-vous, tu vois, pour apprendre les règles et tout ça. Et après, du coup, ça devient un événement. On se voit pour tout le week-end, on est tous ensemble pendant 4 jours, et puis on joue à ça. Et du coup, il y avait un peu le même esprit avec le domaine de cas, où on était tous enfermés dans un château pendant 2 jours. En plus, c'est loin de Paris, il faut faire de la voiture. Et donc tout ça, ça va, tout cet imaginaire-là se mélange, et c'est ça qui fait un jeu extraordinaire et qu'on va jamais oublier. Et moi je préfère largement jouer un jeu comme ça puis après pas jouer pendant 2 mois plutôt que jouer tous les soirs et puis que tout se mélange et que de toute façon et que tout se vale, quoi. C'est pas faux. Après, moi, je dis ça, comme je te disais quand on discutait sur Discord, je m'en fiche de gagner, j'adore les histoires, mais il y a des jeux comme Stationfall où tu te dis, j'ai fait ça, il s'est passé que ça, j'ai envie de faire autre chose et de prendre ma revanche, entre guillemets. C'est pas pour gagner, mais c'est... Tu sais, c'est un peu même quand je fais High Frontier, c'est l'envie du dernier tour, enfin, l'envie de l'action suivante, tu sais. Il y a aussi l'envie dans ces jeux-là, surtout Stationfall, par exemple, mais High Frontier c'est pareil. Stationfall, tu as envie aussi de jouer avec d'autres personnages. Oui. Tu vois, tu as envie de creuser un peu plus l'univers du jeu, ou bien par exemple, l'antimatière, ou bien les bombes incendiaires. Tu joues 3 parties, tu les utilises jamais, et tu dis tiens, j'aimerais bien jouer une partie où on utilise des bombes incendiaires. Et même quelquefois, alors même que c'est pas ta stratégie, tu vas commencer la partie en allant fabriquer une bombe incendiaire et en la balançant juste pour voir ce que ça fait parce que tu n'as jamais joué avec, quoi. Exactement. Alors, je vais revenir sur ta chaîne parce qu'il y a une question que je me pose et je pense qu'on se rend sans doute pas bien compte ou alors tu es vraiment très fort. Ce qui est possible aussi, hein. Mais je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui se posent la question comme moi, c'est que... À mon avis, c'est sûrement que je suis très fort, ouais. Non, mais c'est combien de temps tu mets pour faire une vidéo? Parce que comme tu nous expliquais, tu scriptes tout, tu décortiques les règles. Combien de temps ça te prend je parle même pas du montage, les petites images, je sais même pas comment tu fais, mais combien de temps ça te fait pour faire une vidéo? Je parle même pas des séries de plusieurs vidéos. Je dirais déjà que je compte pas, mais c'est très facile à savoir. Tout le monde peut faire le calcul. Il suffit d'aller sur ma chaîne et de regarder ma production. Ouais. Et juste savoir que je fais rien d'autre. Je fais que ça, à temps plein. Donc, oui. Tu divises et tu sais, ça me prend 8 heures par jour, je fais que ça. C'est ma seule activité. D'accord, mais... Ça me prend, quoi. Tu vois, je sors une vidéo de temps en temps, voilà, c'est ça. D'accord, ouais, c'est plus que conséquent, ouais. Ah ouais, là du coup, je m'attendais pas à cette réponse, mais on voit qu'il y a un travail de titan, mais... Le domaine de cas, les 4 vidéos qu'on fait là, donc Stationfall et puis Interstellar et puis les 2 autres, là, la discussion est... La première fois qu'on en a discuté avec Olivier, c'était au mois de mai dernier. Ouais. Donc moi, j'en ai parlé pour la première fois à Fred Serval en juillet. Et on a commencé vraiment à travailler dessus début septembre. Et puis on a tourné en décembre. Et janvier, février, mars, j'ai fait le montage à temps plein pendant 3 mois, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est un sacré... Surtout si tu es tout seul à faire les montages, c'est un sacré... Et j'aime bien. Je m'amuse à faire ça. Hein. Mais t'écris toujours des livres ou pas? Ou pas du tout?
Non, le dernier que j'ai sorti, c'était non. Là, j'ai fait une parenthèse pour l'écriture parce que voilà, je préfère, enfin, en tout cas en ce moment, hein, parce que je change tout le temps. En ce moment, je préfère ce mode d'expression-là, Je te pose cette question que l'écriture. parce que vu que tu me dis que tu écris tous les scripts de tes vidéos, je me dis si tu fais ça plus l'écriture d'un livre, c'est faramineux. Non, je ne fais pas d'écriture. En ce moment, j'écris pas de livre, non. T'écris les scripts des vidéos et c'est parfait. Un Et peu moins littéraire quand même, c'est plus facile quand même. là, ta dernière série, c'était sur Too Many Bones, si je ne m'abuse. Le règle, c'est Too Many Bones, ouais. Oui, je ne parle pas de la série spéciale qui sort un peu du... Et Too Many Bones, j'ai terminé là, il n'y a pas longtemps. Donc en fait, je le faisais en parallèle de Domaine de K. Ok, Je faisais les deux en même temps. ok. Et quand tu bosses les règles ou tu te fais une partie à côté en même temps de ton côté ou avec des gens comment dire, pour étayer tes propos, toi, pour être bien au clair quand tu expliques les règles ou pas du tout? Oui, bien sûr. Si, il faut jouer au jeu. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut Ok. jouer au jeu. Enfin, voilà, parce que moi, ce que j'essaye le plus possible dans mes vidéos, c'est d'expliquer les règles. Ouais. Mais c'est vraiment aussi de donner le feeling du jeu. C'est-à-dire que parce que tu peux, par exemple, très bien connaître les règles sur le bout des doigts, te retrouver devant la carte, hein, devant le plateau de jeu, et avoir aucune idée de par où commencer. Je suppose que ça t'est déjà arrivé. Ça arrive sur les jeux complexes. Quelquefois, ça arrive. Ça, t'as beau être persuadé d'avoir compris les règles, n'empêche que quand tu es au premier tour et que c'est à toi de jouer, tu sais absolument pas quoi faire. Et donc j'essaie d'éviter ça, enfin d'aider aussi dans mes vidéos, j'essaie aussi de montrer le plus possible, et donc en général avec des exemples, et aussi dans l'ordre dans lequel j'explique les règles, en commençant toujours par le plus simple pour aller au plus compliqué, Ouais. pour essayer vraiment d'expliquer à la personne qui écoute mes vidéos, non seulement comment on joue, mais comment on joue au sens large, c'est-à-dire les règles, mais aussi globalement comment tu dois attaquer le problème en jouant, quoi. J'avais fait ma règle sur Nevsky, Ouais. j'ai fait les règles de Nevsky, et là j'avais carrément fait, mais ça je pense que je vais plus le refaire parce que vraiment ça fait beaucoup de travail. En fait, mes vidéos, c'est vraiment les 2 premiers tours du jeu. Ouais. Et donc mon but, et ça m'a fait vraiment des nœuds au cerveau, c'était que je fasse un exemple de jeu des 2 premiers tours complets qui passe par toutes les règles du jeu. C'est-à-dire qu'en voyant ces 2 premiers tours, on puisse connaître toutes les... Donc il fallait qu'il y ait un siège, il fallait qu'il y ait ceci. Et quand il y avait des exceptions, il fallait que toutes les exceptions, elles arrivent pour pouvoir expliquer dans l'exemple. Donc après, ça fait des vidéos, moi je trouve du coup c'est vraiment nickel parce que à la fois tu vois un playthrough et en plus tu apprends toutes les règles. Mais à faire, c'est super compliqué. Hein. Ouais, ça me paraît un travail de titan. De titan. J'ai essayé de le faire dans ma dernière vidéo, plus ou moins de Molly House, que j'ai présenté rapidement. J'ai essayé de passer par à peu près toutes les étapes, mais voilà, et j'ai pas tout fait. Alors ce que tu me dis, et Molly House, c'est un jeu, je pense, bien plus accessible que Nevsky. J'ai jamais joué à Nevsky, mais là d'écrire un scénario, quoi, hein, un scénario qui passe par tout ce que tu veux, quoi, et qui soit intéressant à suivre. Parce qu'il faut que ce soit, si c'est juste le plaisir de passer par toutes les exceptions possibles, ça peut faire un truc super chiant à regarder. Ouais. En plus, tu racontes une histoire, quoi, et tu dises et le seigneur machin, il a telle stratégie, il essaye ci. Parce qu'en fait, il faut que le joueur, il faut que la personne qui écoute les vidéos, surtout comprenne, donc elle comprenne comment on fait les actions de jeu, mais il faut qu'elle comprenne aussi pourquoi on les fait. Quand on est joueur, telle action, pourquoi on la fait, pourquoi il faut gérer tel truc, pourquoi il faut s'occuper de la production de je sais pas quel minerai, etc. Faut expliquer pourquoi. C'est pour ça aussi que j'essaie de faire des diagrammes avec des flèches pour expliquer les boucles de jeu et comment ça marche et tout ça. Quoi. Et ça, c'est intéressant j'ai beaucoup aimé d'ailleurs quand j'avais eu Fred, qu'on avait discuté, c'est que vu qu'il a designé le jeu, il va apporter des éléments de pourquoi ça se passe comme ça, de tout ce qui est le fond, et c'est hyper intéressant en fait. Ça rajoute vraiment des couches. Et d'ailleurs, il le fait un peu Fred, parce que en particulier dans Jest of Robin Hood, qui moi je trouve super intéressant comme initiative, c'est que tu as un livret de règles. Et après, tu as d'autres livrets
qui t'explique le contexte historique de Robin des Bois, et tout ça, donc quand tu lis tout ça et que tu te contentes pas de lire seulement les règles du jeu, ça t'aide à comprendre effectivement pourquoi il a fait ces choix-là dans son jeu. Et ça, c'est toujours plus riche quand un jeu se contente pas de te donner le livret de règles, mais te donne aussi des éléments. Et quelquefois, il y a les designer notes à la fin des règles où justement le designer t'explique pourquoi il a fait tel choix de design ou pas. Et tu as des jeux, par exemple, là, je sais pas si tu connais Space Empire 4X de GMT. Avant de me lancer sur Age Frontier, pour tout te dire, j'ai regardé différents jeux. C'était sur mon radar, on va dire. Et pour l'instant, je l'ai mis de côté. Je l'ai pas acheté. Mais je crois qu'ils font une réédition. Et c'est excellent. Donc en fait, le truc, et donc déjà je te dis juste pourquoi je te parlais de ce jeu-là, c'est parce que un truc que je trouve très agréable dans ce jeu, c'est que dans les règles, en permanence, il met des petites notes pour expliquer dans le monde du jeu ce que cette règle représente, quoi. C'est-à-dire que l'auteur a pris le soin, et c'est un peu comme les notes de bas de page de Phil et Clown dans ses règles, quoi. C'est-à-dire qu'il t'explique, en fait, en tant qu'auteur, il se sent obligé, et je trouve ça très noble, de se justifier. À chaque fois qu'il met une règle, il se justifie pourquoi il met cette règle-là dans le cadre de l'univers de son jeu. Et donc, j'ai noté ça par exemple dans Space Empire, où donc, ils font ça dans les règles et c'est super agréable. Mais donc pour revenir à Space Empire et donc pour te convaincre de l'acheter, moi j'ai toujours été fasciné par Twilight Imperium, hein, donc là qui en est à sa 4e édition là, parce que effectivement quand tu vois par exemple les factions, toutes les arbres techno et tout, ça te fait rêver, c'est la guerre des étoiles, quoi. Tu vois toutes les factions qui existent et donc tu as envie de tout jouer et de vivre des aventures dans cet univers là. Par contre, quand il joue, tu as des espèces de mécanismes euros qui viennent un peu gâcher le plaisir, moi je trouve, comme par exemple le fait que les objectifs que tu as, c'est des cartes que tu tires pendant le jeu, où on te dit, tiens, tu auras un point de victoire si tu as 5 points de ressources à ce tour-ci, par exemple. Ce qui est un peu ridicule, quoi. Enfin, tu vois pas dans un livre ou un film au cinéma, t'aimerais pas que ce soit que le héros, en plein milieu du livre, on lui dit, bah tiens, c'est le moment d'aller chercher 5 caisses, et si tu trouves les 5 caisses, tu auras un point de victoire. Alors tu vois, par exemple, sur ce point-là, alors j'ai récupéré Twilight Imperium parce qu'il était disponible pas cher, et je me suis dit, même si j'y joue pas, j'ai envie de voir. Oui, à voir. Et je pensais, quand tu parlais de ça, je sais pas si tu as joué au module 4 de Age Frontier Exodus, avec les contrats notamment. Non, j'ai pas joué à Exodus, non. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, dans Exodus, il y a des contrats, et justement, il a trouvé la justification où tu remplis des contrats, qu'ils soient militaires ou privés, etc. Et ça va te donner des objectifs à aller, je sais pas, sur un endroit éloigné et des points de victoire. Mais il y a une justification. Je suis d'accord que dans Twilight Imperium, ça peut se justifier au niveau thématique, quoi. Tiens, on peut dire effectivement que tu as, je sais pas quoi, un milliardaire qui arrive et qui dit tiens, le premier qui me fait ça, il a des sous, je sais pas quoi, enfin bref, ou ça fait du prestige, des points de victoire, je sais pas ce que ça représente dans ce jeu-là. Mais il se trouve quand même qu'en termes de narration, quoi, l'histoire que tu vis, si en fait on te disait dans la Guerre des Étoiles ou dans Star Trek que ce qui motive les personnages, c'est de faire des contrats qu'on leur donne. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins thématiquement, par rapport à Age Frontier, vu qu'on est dans une agence spatiale, on a des contrats, on fait des levées de fonds, etc. Je trouve que c'est cohérent. Contrairement, voilà. Plus cohérent dans Age Frontier que dans Twilight Imperium, parce que dans Age Frontier, c'est un monde industriel. Voilà. Voilà, c'est la conquête spatiale, mais le but dans Age Frontier, c'est de fabriquer des usines sur des planètes quand même. Hein, c'est pas. Donc, et d'établir des colonies qui vont produire du minerai sur des planètes du système solaire. Donc, effectivement, on est dans une logique où le contrat, un contrat commercial, ben, ça a sa place. Mais quand tu es dans un monde comme Twilight Imperium, où là, c'est la guerre entre des factions qui se battent pour le pouvoir, pour reprendre Mechatol Rex qui est au milieu, là, ben là, un contrat pour aller chercher des ressources avant la fin du tour, tu dis mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, quoi. C'est pas l'histoire que je suis en train de vivre. Moi, je suis en train de me battre pour reconquérir l'Empire, hein, tu vois. Alors, tu m'as conseillé. J'allais dire, tu m'as conseillé.
Pardon. Non, j'allais dire, tu m'as conseillé Space Empire 4X. Je te conseille grandement Exodus. De l'essayer alors, de t'y plonger. Sûr. Mais parce que c'est. Je te rappelle que comme tu as malheureusement raté le départ de notre dernière partie Oui. de la salle de High Frontier, ben, la prochaine, on jouera avec Exodus. Ah. Okay. Parce que c'est peut-être mon module préféré personnellement, mais je te laisse le voir si tu l'as pas déjà vu. Voilà. Ben, on y joue d'ici quelques semaines. Et est-ce que tu as... Alors c'est peut-être une question difficile à répondre, mais est-ce que tu as des astuces, ou est-ce que tu aurais des astuces pour les gens qui te regardent, là, qui nous regarderaient, pour qu'ils puissent appréhender les jeux complexes que tu proposes ou sur lesquels ils voudraient s'investir? Parce que toi, tu as une logique intéressante, je pense, dans la façon dont tu procèdes pour présenter. Et est-ce que tu as des astuces, comment ils peuvent faire? Comment tu fais, toi, peut-être même pour décortiquer tout ça? Tu en as parlé un peu au début, mais est-ce qu'il y a des clés ou des outils qui peuvent être utilisés pour les joueurs? Mais ça, en fait, c'est un peu comme les méthodes d'apprentissage. Tu vois, quand tu es étudiant et que tu veux apprendre un cours, hein, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire ça dépend énormément des gens. On n'apprend pas tous pareil, quoi. C'est pas faux. Donc moi, à la limite, je peux te dire comment moi je fonctionne, mais est-ce que c'est une astuce applicable à quelqu'un d'autre? Je sais pas. Donc en tout cas. C'est quoi ta méthode à toi alors, pour toi? En fait, je vais te dire un truc qui va peut-être pas t'aider. C'est pas grave. Mais les jeux que je connais le mieux et que je comprends le mieux, et les jeux dont j'ai vraiment l'impression d'avoir saisi toute la complexité, quoi, ouais. C'est les jeux pour lesquels j'ai fait une vidéo. Parce que le seul process de faire une vidéo, ça te force. Et en fait, je pense que donc pour traduire ça pour des gens qui font pas de vidéo, hein, parce qu'on voilà, on a autre chose à faire. Je pense que la meilleure façon d'apprendre un jeu, c'est de te dire que tu vas l'apprendre à quelqu'un. Ouais. Tu vas devoir l'apprendre à quelqu'un. Et là, ça te force à bien le comprendre. Tu vois, tu peux pas te permettre. Si tu apprends un jeu juste pour jouer, tu risques d'être plus superficiel que si tu apprends un jeu pour l'enseigner derrière. Donc si tu te dis on joue samedi prochain et c'est moi qui apprendrai les règles à tout le monde, là tu vas être obligé de bien l'apprendre, quoi. Je comprends. J'allais dire, c'est comme quand tu dis pour les gens qui ont des enfants, on va apprendre ta leçon, tu vas me l'expliquer comme si je n'y connaissais rien. Non. Exactement, c'est exactement ça. Ok. C'est tous les trucs, on voit ça de temps en temps sur la physique quantique expliquée à un enfant de 5 ans. C'est ça, c'est te dire, ton jeu, il te paraît super compliqué, comment tu ferais pour l'expliquer à un enfant? Alors 5 ans, c'est un peu excessif, mais à un enfant de 12 ans, quoi. Comment tu ferais? Et là, c'est là que du coup, en essayant de trouver comment t'expliquerais, tu te rends compte que en fait, toi-même, tu le connais pas si bien que ça, donc tu vas aller chercher dans les règles, et puis tu vas finir toi-même par le comprendre, et aussi forcément, ça va te forcer à te dire c'est quoi l'essentiel déjà. Ouais. Et parce que souvent les livrets de règles sont pas du tout organisés du plus simple au plus compliqué. Ils sont organisés, je sais pas, dans l'ordre de la séquence de jeu ou je sais pas quoi. Et souvent, c'est pas l'ordre qui t'intéresse à toi pour apprendre un jeu que tu connais pas. C'est pas du tout le bon ordre. Ce qu'il faut, c'est vraiment parcourir le livret de règles pour essayer de trouver c'est quoi le cœur du jeu, quoi. C'est quoi la base, les mécanismes de base et ce que tu fais, ce que tu vas faire toujours quand tu vas jouer. Puis petit à petit, il faut rajouter les règles les plus compliquées. C'est pour ça que, par exemple, dans mes règles sur High Frontier, ma première vidéo, c'est comment tu fais décoller une fusée. Parce que finalement, c'est ce qu'on veut faire. C'est la première chose qui t'intéresse quand tu joues à High Frontier. Après, il y a plein d'autres trucs, mais la première chose qui t'intéresse, c'est que tu veux monter une fusée et la faire décoller, c'est tout. Et alors, justement, c'est ça qui est intéressant, j'allais dire, avec les jeux d'immersion. Comme tu évoques cette catégorie, je crois que tu es la première personne que j'ai entendu parler. D'ailleurs, c'est toi qui l'a inventé, ou en tout cas qui a donné ce nom-là. Ce qui est intéressant, c'est que la thématique sur ces jeux-là emporte des mécaniques qui sont très. J'ai même pas envie d'appeler ça des mécaniques, tellement il y a beaucoup de choses logiques en fait. Ouais. Non, j'allais dire, ça facilite l'apprentissage en fait, mine de rien. Oui, et en fait, parce que souvent, t'entends dire
que tu as certains jeux dans les jeux euros, par exemple, tu t'entends quelquefois des gens dire le thème de ce jeu est très bon parce qu'il aide à apprendre les règles du jeu. Parce qu'effectivement, il y a une résonance entre le thème et les règles et les mécanismes. Mais j'ai envie de dire, ça c'est le premier degré. Donc c'est bien ça déjà. Mais alors, le degré suivant, c'est effectivement plutôt le jeu d'immersion. Où en fait, moi je dirais que le jeu idéal, c'est le jeu dont les règles, c'est un peu... Donc le jeu c'est un univers, mais un univers au sens vraiment concret, quoi. C'est l'univers des pirates, l'univers des fusées. Dans High Frontier, c'est l'univers des agences spatiales. Donc voilà, c'est pas un thème, c'est plus fort qu'un thème. C'est l'univers dans lequel tu vas vivre quand tu vas jouer à ce jeu-là. Et les règles du jeu, en fait, c'est les lois de la physique de cet univers-là. C'est les lois de la réalité. C'est en gros les lois de la gravitation, voilà. Et en fait, les règles qui font fonctionner ce monde-là, c'est les règles du jeu. Donc c'est pour ça que souvent je dis, il faut que les règles soient diégétiques. C'est-à-dire que les règles, elles doivent avoir un sens. C'est-à-dire que si toi, tu es un petit bonhomme qui vit dans le monde du jeu, c'est-à-dire donc tu es un ingénieur dans le monde de High Frontier, par exemple, ben, si on te donne le livret de règles de High Frontier, ben, tu comprends. C'est-à-dire que même quelqu'un qui vivrait à l'intérieur de l'univers du jeu, il comprend les règles, parce que les règles, elles parlent de fusées, elles parlent de moteurs, donc elles parlent des trucs qui font partie de l'univers. Et donc, pour prendre un autre exemple, pour comprendre un contre-exemple, pour comprendre ce que je veux dire, tu prends un jeu comme Arx, par exemple, je sais pas si tu connais. Alors, je m'y suis penché il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a intéressé, parce que... Exactement, mais j'ai vu des avis mitigés dessus. Bon, bah, je vais pas t'aider alors, parce que moi j'étais un peu très déçu par ce jeu. Ok, bah si, tu vas m'aider, tu vas conforter ce que j'ai cru comprendre, et du coup, ce que ça m'a un peu... Après, c'est pas un mauvais jeu, et il y a des gens qui adorent ce jeu, et oui, évidemment. Parce que eux, c'est leur goût, ils aiment ça, et donc... Voilà, le jeu est pas mauvais intrinsèquement, c'est juste qu'il correspond pas à mes goûts. Mais justement, moi, la raison pour laquelle ce jeu me plaît pas, c'est que donc c'est un jeu un peu de 4X, hein, donc c'est un peu dans le même, en gros, dans le même type d'univers que Twilight Imperium, ou que Space Empire 4X par exemple, avec des factions et tout ça, et en plus l'univers de Kyle Ferrin, l'univers graphique de Kyle Ferrin qui est excellent. Tu vois les illustrations de Arx, c'est splendide, et donc tu as vraiment envie en tant que joueur de rentrer dans ce jeu-là et de jouer à ça. Et donc tu te dis, t'as envie de quoi? T'as envie d'explorer et de conquérir l'univers de Ark, soit les planètes, et tu as envie aussi, parce qu'il y a un jeu politique, il y a donc un truc qu'ils appellent la cour, donc c'est une espèce d'assemblée politique, et donc là aussi tu vas positionner tes influences, donc des espèces d'ambassadeurs que tu envoies là-bas pour te représenter et tout ça. Donc voilà, tout de suite tu es en train de rêver, tu vois un peu comme la grande assemblée qu'il y a dans la guerre des étoiles, là, et tu te vois là-dedans en train de défendre tes trucs. Et puis en fait, quand tu joues à Arx, il y a une espèce de mécanisme de jeu de pli où tu as des couleurs. Donc le premier qui joue, en fait, il fixe quelle est la couleur un peu comme à la belote. Le premier qui joue cœur, il dit on joue en cœur. Et après, donc quand tu vas jouer, tu dois monter dessus ou couper une autre couleur, etc., etc. Et c'est ça qui va déterminer les actions que tu vas faire. Et tu te rends compte quand tu joues que tu vas commencer, non seulement donc c'est un mécanisme important pour le jeu, mais en plus ça va quelque part occuper ta réflexion. C'est-à-dire que tu vas te dire, telle carte elle est super forte, mais comme tu as compté les cartes, comme tu comptes les as quand tu joues à un jeu de pli, à la belote ou au tarot, comme tu comptes les atouts, tu vas te dire mais il y a encore ce truc là qui n'a pas été joué, donc je vais la garder pour la jouer à la fin, tu vois. Donc tu as vraiment des raisonnements de joueurs de tarot, quoi. Et tu dis mais qu'est-ce que ça fout là-dedans? On est en train de jouer dans la conquête spatiale, et tu te rends compte que ce qui occupe ta place intellectuelle, c'est des raisonnements de jeu de tarot, quoi. Et tu dis mais ça casse complètement l'imaginaire. C'est comme si tu voyais effectivement Dark Vador, au lieu de se battre à l'épée laser contre Obi-Wan Kenobi, il joue au tarot. Tu dis mais c'est ridicule. Alors, c'est ridicule. Et c'est pour ça que je te dis que moi je trouve ça très important quand toutes les règles sont diégétiques, c'est-à-dire elles ont un sens dans l'univers. Et donc cette espèce de jeu de tarot, il n'a pas de sens dans l'univers d'Arx. Et donc je me dis, il n'a rien à faire là. Et moi, quand je joue, ça me fait sortir de l'univers. Et voilà, et c'est comme si quelqu'un rallumait la lumière au cinéma, quoi. Ça me fait sortir du film. Alors, sans mauvais jeu de mots, je crois que du coup, Cole Wehrle,
Oui. Il a fait rebelote, sans mauvais jeu de mots, avec Molly House, parce que il y a cette histoire un peu de jeu de couleurs. Alors, c'est peut-être pas aussi prononcé que ce que tu racontes pour Arcs, mais de ce que j'ai vu sur Heavy Cardboard, ils vont faire attention aux cartes qui sont tombées, etc., etc. Alors moi, ça... Parce que ça me semblait, quand j'ai regardé ta vidéo, donc là aussi je comprenais pas tout le jeu parce que j'ai pas lu les règles, donc mais il y a un moment, c'est ça, tu joues une carte et puis il y a des étoiles et tu dis ah mais il a assez d'étoiles pour faire un point de joie ou je sais pas quoi. Ouais. Tu dis mais c'est ça la joie, c'est de compter des étoiles. En fait, en fait, quand tu comprends un peu mieux la règle, et peut-être je l'ai sans doute très mal expliqué, et c'est vrai qu'il y avait des trucs qui étaient un peu obscurs, j'ai dû me reprendre à 2 fois pour les règles sur les autres chaînes, c'est que par exemple tu vas organiser des fêtes, et si tu organises une fête avec la couleur qui correspond, avec des désirs qui correspondent à la maison dans laquelle tu organises la fête, tu vas provoquer plus de joie que si tu organises avec des désirs qui correspondraient à une autre maison par exemple. Mais c'est vrai que c'est un peu bancal des fois. C'est-à-dire que ça se passe à un niveau d'abstraction, donc on comprend effectivement il y a un lien évident entre le thème et les mécanismes, mais il y a un niveau d'abstraction qui est un peu trop haut pour moi. Moi je trouve que on a besoin de plus concret. Par exemple en littérature, quand tu lis du Zola ou les auteurs réalistes, on te dit tout le temps, et c'est ce que font ce type d'auteurs, pour qu'un roman soit immersif et réaliste, il faut des détails. Il faut ajouter des détails. Et quand tu vois les descriptions d'Émile Zola dans ses romans, t'en as des pages et des pages. Il rajoute plein de détails et des détails concrets. Il n'est pas dans les grandes idées. Il te parle pas d'amour, de haine et de machin. C'est-à-dire, il y a de l'amour, de la haine et tout ça dans ses histoires, mais elle émerge de l'histoire parce que lui concrètement de quoi il te parle, il parle des petits détails de la vie quotidienne des personnages. Et donc c'est pour les jeux, je pense, immersifs. Si tu veux si tu veux te sentir immergé dans un jeu. C'est ça, et en fait il faut te rendre le jeu concret, le monde du jeu avec plein de détails comme ça se passe dans Stationfall, et après les grandes histoires de trahison entre les joueurs et tout ça, ça c'est pas dans les règles de jeu, ça va se passer entre les joueurs, ça va être l'alchimie entre les joueurs. Et alors tu parles justement des jeux d'immersion, est-ce que tu as 3 jeux pour toi qui sont pour les joueurs qui connaîtraient pas, qui n'auraient pas vu, d'ailleurs je vous recommande d'aller voir la chaîne de Jean-Michel Grosjeu et la série de vidéos Opinion notamment où il va exposer son top 10 entre guillemets enfin c'est pas un top 10 en tant que tel, mais bon, est-ce que tu aurais 3 jeux à conseiller à des gens qui connaissent pas du tout pour qu'ils comprennent ce que ça représente pour toi le jeu d'immersion, 3 noms de jeux, ou 3 catégories pour qu'ils comprennent de quoi ça parle et s'ils veulent se renseigner sur ce type de jeu. C'est ce que j'ai un peu, oui bien sûr, c'est l'objet de ma vidéo top 10 là, où en fait c'est pas top 10 jeux, c'est top 10 catégories de jeux d'immersion en fait, avec plein d'exemples, et donc il doit y avoir une trentaine de jeux cités. Alors il y a 2 problèmes à ça, c'est que le premier problème c'est que souvent en fait, donc c'était des jeux qui étaient très très populaires dans les années 70, 80 et début 90. Donc souvent le problème c'est que quand je cite des jeux, c'est toujours des vieux jeux et des jeux qui sont souvent plus édités et introuvables, et du coup c'est embêtant quand quelqu'un demande un conseil de jeu de lui citer un jeu de toute façon il pourra pas trouver, c'est embêtant. Dans les jeux les plus récents, donc, et ça c'est le deuxième problème, c'est que aussi comme je te disais, ce qui fait l'immersion c'est le détail, et donc qui dit beaucoup de détails dit beaucoup de règles, et donc souvent quelqu'un qui débarque dans le monde du jeu, moi franchement je lui conseille de jouer à des jeux euro, parce que c'est comme ça que tu peux prendre goût au jeu, puis venir plus tard, quand les règles te font plus peur, ou bien jouer avec quelqu'un qui va t'expliquer, qui va te tenir par la main, mais tu peux pas balancer quelqu'un qui connaît pas, qui a joué que à Uno, tu peux pas lui balancer Stationfall. Moi je suis passé, alors moi je dois être un cas à part, mais je suis passé dans Hive Frontier à fond les ballons, et une partie avec le core game, et après je suis parti avec les 2 premiers modules avec la tête grosse comme un ballon. Je pense que tu es un cas à part, donc c'est très bien et tu dois pas être le seul. Mais en tout cas, c'est pas une règle générale, quoi. Je pense que s'il faut une règle générale, un jeu mais effectivement, moi, le jeu moderne qui me vient plus à l'esprit rapidement, c'est Stationfall. C'est le jeu qui est évidemment un jeu d'immersion super réussi.
et qui est marrant et qui représente bien le chaos de ces jeux-là, quoi. Et quelque part, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est qu'il ment pas, quoi. C'est-à-dire que si vraiment toi, tu es un joueur qui aime bien tout contrôler, et ben c'est bien parce que dès que tu vas jouer à Stationfall, ça va pas te plaire. Au moins, non, mais tu sais que c'est pas il faut pas mentir aux gens, leur dire tu vas jouer, tu vas trouver ça génial et puis que lui prendre la tête pendant des heures. Là, au moins, il sait que c'est pas les jeux qu'il aime et c'est tout. En général, quand tu veux tout contrôler, tu vas sur les jeux, comme tu dirais, Euro, où c'est très mécanique. Tu vas faire ton petit tableau tranquille, et tout va bien, et après tu comptes les points, quoi. En gros. Voilà. Et encore une fois, hein, c'est pas des mauvais. Ah non, oui, c'est pas des mauvais jeux. C'est juste des jeux que j'aime pas, mais bien sûr, je le conçois, mais tu vois, c'est mon truc des deux types de jeux, quoi. Hein. Ce que je sais pas si je l'ai déjà dit là dans cette interview-là, parce que j'ai peur de me répéter, mais ce que je dis dans une de mes vidéos, c'est que quand on regarde, si on se demande quand on est un petit enfant et qu'on joue, je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles on joue. La première, c'est parce que c'est un jeu intellectuel, quoi. Parce que t'aimes bien résoudre un petit problème intellectuel. Et donc, quand tu joues aux échecs ou quand tu joues aux jeux de cartes, hein, la belote ou le tarot, c'est ça. C'est-à-dire, chaque pli est un petit problème intellectuel où tu comptes les cartes, tu veux savoir si machin, et t'as des petites stratégies et tout ça. Et ça, c'est un plaisir intellectuel. Et voilà. Et donc, quand tu découvres ce plaisir-là, t'as envie de jouer à beaucoup de jeux. Et si tu commences par ça, bah, tu vas jouer à des euros. Parce que après, au bout du chemin, et ben, t'as Brass Birmingham, t'as Terraforming Mars. C'est ça, c'est des beaux problèmes intellectuels que tu te poses pendant que tu joues. Et puis il y a l'autre catégorie, et ça moi je suis plutôt dans cette catégorie-là, où quand j'étais petit, je jouais au Lego et au Playmobil. Donc là, moi ce qui m'intéressait, c'était pas le problème intellectuel, hein, c'était l'univers dans lequel j'allais rêver, quoi. Et j'allais, machin c'était un soldat, machin c'était bidule, et puis ils allaient se battre, et quelque part il n'y avait pas de règles, et je jouais juste pour me raconter une histoire. Et donc à force, après en vieillissant, j'ai eu besoin de règles pour structurer un peu ça, et ça donne les jeux d'immersion, ça donne Stationfall et tout ça, où effectivement tu contrôles pas grand chose, et à la limite d'ailleurs c'est le petit jeu que j'ai fait dans ma vidéo sur la partie qu'on a fait au domaine de cas. C'est-à-dire que je dis même pas à la fin qui a gagné, je me dis pas important. Je mets les points de victoire, comme ça si ça intéresse quelqu'un, il verra. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on vit, quoi. Alors, je vais pas te retenir trop longtemps. Moi, je pourrais continuer encore longtemps parce que ça m'intéresse, mais ça fait un petit moment. Je te pose encore 2-3 questions, ensuite je vais te laisser tranquille si ça te convient. Pas encore. Et quitte à, si vous êtes intéressé, on fera éventuellement, si Jean-Michel Grosjeu est disponible et qu'on arrive à trouver un moment, on fera une suite pour aller plus loin. Ce qui serait intéressant, c'est de faire ce genre de discussion, mais à plusieurs. Ou à plusieurs. Sur un thème, tu vois, Pourquoi pas. Pour être sympa. Pourquoi pas. Alors, tu parlais t'as fait référence et j'ai fait référence à tes vidéos opinions. Est-ce que t'en as d'autres à venir, ou pour l'instant t'as pas forcément d'idées ou... Oui, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Ouais. D'accord. Il y a plein de trucs que j'aime. C'est vrai. En fait, hein, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'essayer de casser les carcans, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui, quelquefois sur Internet, hein, qui sont des évidences pour tout le monde, et que moi je trouve pas évident du tout, même je pense pile l'inverse. Et je voudrais juste, si j'avais un message à passer, c'est ce que j'essaie de faire avec mes vidéos d'opinion, c'est de dire non mais voilà, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, ne tombez pas dans la pensée unique, quoi. Et donc par exemple, je donne un des sujets moi qui m'intéresse, c'est que on entend souvent des gens qui parlent, enfin il y a deux sujets qui reviennent souvent, c'est une espèce de rentabilité du jeu, c'est-à-dire il y a des gens qui divisent le prix d'achat du jeu par le nombre de parties qu'ils ont fait. Et si j'ai acheté un jeu 100 € et que j'ai joué 2 fois, ben non, je le revends parce que c'est pas rentable. Et que plus tu joues à un jeu, mieux c'est. Et puis ça rejoint une deuxième idée qui est l'idée de pile de la honte. Il y a des gens qui ont des piles. Ils se disent, ce jeu-là, il est sur mon étagère, j'y joue pas, donc allez, je me donne un an, et si dans un an j'ai pas joué, je le revends. Tu vois ? Et moi, j'ai des jeux sur mon étagère, ça fait 15 ans que j'ai pas joué. Et pour rien au monde, je vendrais ce jeu-là parce que quelquefois, mon regard croise l'étagère, je vois le jeu, et paf, mon imaginaire démarre, et je pense
à toutes les parties que j'ai jouées de ce jeu-là il y a 15 ans et les parties que je pourrais jouer où je pense à des... Enfin, je plonge dans l'univers du jeu, quoi. Un jeu comme Magic Realm dont j'ai fait une partie, j'y joue pas tous les 4 matins. Si je joue une fois par an, c'est déjà merveilleux. Il y a un autre jeu qui me fait rêver, c'est un jeu qui s'appelle Car Wars, qui date des années 80, 70, 80. Qui commence, qui ressemble à, comment ça s'appelle, Gas Refuel, c'est ça? Exact, qui ressemble à Gasland Refuel. Gasland, ouais. Gasland, qui est la version moderne de Car Wars. Et donc c'est vraiment Mad Max dans une boîte, quoi. Et c'est un jeu incroyable. Là, les histoires que tu vis avec ça, c'est le rêve. Et donc là, c'est pareil. C'est un jeu auquel je joue jamais, mais c'est un de mes jeux préférés. Et donc, on peut se dire comment tu peux mettre dans ton top 10 un jeu auquel tu joues jamais, mais c'est parce que c'est le jeu qui me fait le plus rêver, quoi. Et moi, j'ai pas besoin de jouer un jeu, il suffit qu'il développe un univers. Et c'est pour ça que et donc, toi, tu dois comprendre ça, parce que si j'ai bien compris, tu partages ça. Tu ressens ce plaisir-là quand tu lis les règles du jeu. Ah oui, moi je vais lire les règles du jeu, comme tu dis, le soir, tranquille. Juste pour lire, même si j'ai pas joué, mais je vais lire les règles. Les règles du jeu Car Wars. Les règles du jeu Car Wars t'expliquent comment on fabrique une voiture, par exemple, et donc comment tu vas rajouter. Alors c'est Mad Max, donc il y a des armes dessus, il y a des blindages, des trucs comme ça. Et tout a un poids, donc c'est compliqué parce que plus tu mets des trucs lourds, moins ta voiture roulera vite, etc. Ouais. Et donc rien que lire ces règles-là, ben, ça fait rêver, quoi. Tu rêves à la voiture que tu pourrais créer pour je sais pas quoi, attaquer le convoi comme dans Mad Max, quoi, le gros camion et puis les voitures. Ça me rappelle, j'allais dire, ça me rappelle quand j'étais enfant. Peut-être que toi, t'as eu la même chose. J'avais un livre que j'ai toujours. Un gros livre où tu peux, c'est la vie à la campagne où tu vas construire une cabane, un barrage, et en fait tu vas jamais le faire, tu as plein d'idées, tu as toujours envie de le faire mais tu le fais jamais, mais ça te fait rêver. Et voilà. Et non mais c'est exactement ça. Et ouais, chaque jeu te propose un monde imaginaire, enfin les meilleurs jeux, ouais. Et tout ce qui se passe autour de ce jeu-là concourt à ton plaisir à te retrouver dans ce monde imaginaire. Là, si on fait dans la littérature, il y avait un auteur qui s'appelle Milan Kundera qui a écrit des super romans, et ce gars-là disait... cet auteur-là disait que donc il disait ça pour le roman, mais moi je pense que pour des jeux c'est pareil. Ça te permet d'expérimenter des choses que tu peux pas expérimenter dans ta vie. Ouais. Voilà. Et le rêve c'est ça, quoi. Le besoin d'imaginaire c'est ça, c'est que tu as un besoin de vivre plusieurs vies et pas seulement la vie que tu vis là, quoi. Et donc ça veut pas dire que t'aimes pas ta vie. Moi je suis très content comme je suis, mais quand tu vois Mad Max au cinéma, tu dis tiens, ça j'aurais bien aimé, ça aurait été rigolo aussi de vivre ça, et en plus sans le danger, parce que tu es assis autour d'une table, et sans que ça veuille dire, sans que ça porte un message social, tu vois, oui, sans trop se prendre la tête non plus. Non, c'était juste un besoin d'évasion, quoi. Voilà. Ouais. Et t'assumes ça, c'est un besoin de gamin, quoi, mais voilà, c'est très bien, si tu peux vivre toute ta vie comme un gamin, moi je suis ravi, hein. C'est ça. Je suis un éternel enfant, personnellement. Exactement. Mais du coup, j'y ai pensé tout à l'heure. J'ai voulu te poser la question, on s'est passé à l'as. Et là, je suis en train d'y repenser. T'as jamais eu envie ou peut-être que tu l'as fait, mais de designer un jeu ou des jeux, ou peut-être que tu l'as déjà fait, ou je sais pas. Comme tout le monde, et je suis sûr que tu l'as fait aussi. Je l'ai pas fait, mais j'ai eu l'envie de faire des jeux. En fait, t'as simplement envie de faire le jeu. Le jeu auquel le jeu que t'as pas, quoi. Ouais. T'as des jeux que t'as pas t'as des univers que t'as pas et tu les regrettes et tu dis tiens, j'aimerais bien le faire. Donc oui, j'ai des protos, oui, je joue à des protos que j'ai fait, mais je veux pas le publier parce que par exemple, si tu discutes avec Fred Serval et que tu discutes avec n'importe quel auteur de jeu, il va te dire forcément qu'il y a un moment quand tu édites un jeu,
où tu vas jouer que à ce jeu-là pendant Ouais. un an, quoi. Tu vas faire des milliers de parties. Et donc, et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de jouer. S'il y a un jeu qui me plaît, j'ai surtout pas envie d'en faire 1000 parties ou de décortiquer des parties ou alors il y a un développeur qui fait ce boulot pour moi, je lui donne. Ouais. Et à ce moment-là, ce sera plus mon jeu, je le reconnaîtrai plus à la fin et ça va pas me plaire non plus. Donc, je sais à l'avance que ça va pas me plaire. Donc, oui, je fais des protos et je joue avec. Mais je les vendrai pas, quoi. Éventuellement, je jouerai avec d'autres gens, mais c'est tout. Est-ce que tu as un projet à venir pour ta chaîne ou est-ce que tu peux nous teaser déjà ton prochain jeu? Tu le sais déjà en fait ou pas du tout d'ailleurs? Oui, si, je sais plein de trucs. Dans la mesure du raisonnable et du possible alors. Dans la mesure du raisonnable et du possible. Déjà, ce que je peux dire, c'est parce que ça, on en discute là depuis quelques jours. Là, on est tous en train de se revoir là pour de l'équipe du domaine de cas pour décider de ce qu'on va faire derrière. Donc déjà, ce qui tourne bien dans l'air, c'est que moi, je me dis que ce qu'on a fait au domaine de cas là avec notre chouette équipe là. C'était autour de Stationfall et Interstellar, qui sont des jeux quand même assez compliqués. Ouais. Et quand on veut faire à la fois... Parce qu'en fait, on a du coup deux envies. C'est que d'un côté, on veut présenter des jeux comme ça, mais d'un autre côté, on veut aussi qu'autour de la table, il y ait les gens les plus divers possibles. Ouais. Et même, on se dit, ça serait même sympa d'inviter des gens qui viennent d'ailleurs que le milieu du jeu. Ouais. Que ce soit pas tous des joueurs confirmés de longue date, quoi, des joueurs confirmés. Ouais. Mais alors le problème, c'est que si tu veux faire ça, tu vas pas leur imposer Interstellar, parce que quelqu'un qui est pas du jeu, tu peux pas jouer Interstellar avec lui, tu vas le dégoûter, quoi. Ouais. Donc le truc, c'est de se dire que dans le cadre du domaine de cas, on va essayer de continuer, mais peut-être avec des jeux plus simples que Stationfall et Interstellar, tu vois. Donc continuer avec des jeux. Du genre quoi, par exemple? T'as une idée Ah, ça faut pas le dire, faut pas le dire. Tu verras quand tu le diras. Mais pour dire que, en fait, moi, mon idée, c'est de couper le truc en deux. C'est-à-dire que on va faire ça avec Olivier au domaine de cas. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que lui aussi, de son côté, au domaine de cas, il fasse d'autres jeux sans moi, quoi, parce que c'est son business. Mais en tout cas, ce qu'on va faire à deux, on va plutôt aller dans ce sens-là, c'est de faire des jeux pas forcément aussi compliqués que ça, mais avec des gens le plus variés possible, quoi, des gens le plus sympas possible. Et à l'inverse, de mon côté, donc ça sera plus au domaine de cas, mais ça sera toujours des parties filmées. Je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais aller plutôt vers des jeux plus hardcore, quoi, plus compliqués, et avec des joueurs plus spécialistes. Mais là aussi, toujours trier sur le volet, parce qu'il faut qu'il soit spécialiste, mais il faut qu'il soit sympa, extraverti, qu'il soit sympa à voir, quoi, parce qu'il ne faut pas voir des gens en train de réfléchir autour de la table. Ça, alors, moi, du coup, ma question, je rebondis, désolé. C'est pour ça que je te dis, je peux rester indéfiniment à discuter. C'est quoi un jeu plus hardcore? T'entends quoi par jeu plus hardcore, par exemple? C'est les jeux dont je fais les règles sur ma chaîne. Hein. Ok. Après, t'as fait Interstellar, t'as fait Stationfall. Oui, mais c'est des jeux, je te dis... Voilà. Intermédiaire, on va dire. Intermédiaire haut, on est. C'est-à-dire que, par exemple, donc la partie qu'on a fait de Stationfall au domaine de cas, donc c'est une super partie qui montre bien ce qu'est le jeu, et il s'est passé plein de trucs, et donc c'est rigolo, et ça fait une histoire marrante, mais c'était pas une partie d'experts. Oui. Tu vois, on sent bien que les joueurs qu'on était tous autour de la table, et donc moi inclus, on n'était pas des experts de Stationfall. Je suis sûr que Matt Clown, s'il joue avec ses amis à lui ou les game testers de Stationfall, ils doivent avoir un niveau de jeu largement supérieur, quoi, tu vois. Et donc moi, ça m'intéresserait donc des jeux de cette gamme-là, mais de se dire ça, on va jouer avec des joueurs, mais là on aura fait avant des dizaines de parties, et là on va essayer de tirer vraiment le meilleur des jeux auxquels on joue. Et toujours dans le même contexte, si je puis dire, de partie narrée ou un peu plus de vidéos encore, ou vraiment en condensé comme vous l'avez fait là? Condensé entre guillemets, hein, c'est condensé. Oui. Non, c'est ça. Essayer de pas dépasser 45 minutes, hein, ça c'est sûr. Ok. Pour ces parties-là. Après, je vais continuer à faire mes vidéos de règles.
Et ça, mes vidéos de règles, ça, je vais toujours continuer à les faire. Et là, le temps, c'est pas un problème. Je fais des vidéos jusqu'à ce que j'estime que j'ai fini et que les gens qui écoutent mes vidéos comprennent, quoi. Ok. J'ai pas du tout la volonté de faire le plus court possible, hein. C'est pour ça qu'elles sont si longues. Ok. Non mais bon, on va pas tout spoiler, même si j'ai envie de savoir plein de choses supplémentaires. Mais je pense que je vais te laisser tranquille pour aujourd'hui. Alors, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé du temps parce que je sais pas combien de temps ça fait qu'on discute. J'en sais rien. Mais c'est bon signe, c'est bon signe. Si on ne sait pas depuis combien de temps. Je sais pas. C'était agréable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on attend avec impatience la suite Interstellar et le prochain jeu. Du coup, tu m'as pas dit le prochain jeu qui est à venir sur ta chaîne. C'est une surprise. C'est une surprise. Tu me le diras en off alors. Au tout début, je commence à machin, mais c'est un jeu. Parce que aussi, dans mes choix de jeux, j'essaye aussi de faire ceux qui sont pas déjà couverts, quoi. Ouais. Ceux pour lesquels il n'y a pas une série de vidéos que je trouve excellente et je me dis bon, c'est pas la peine que je fasse mes règles dessus parce que il y a déjà des. Ça a déjà été fait. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc, en fait, j'étais en train de te dire au revoir, mais je repensais à quelque chose parce qu'au début, ouais, pardon, désolé. En fait, je pensais à quelque chose que tu as dit au début. Tu disais que tu as commencé avec les wargames. Oui. Et alors, je sais que tu m'en as parlé. Est-ce que si je peux le dire, et puis tu me diras, au pire, tu diras que j'ai menti. Tu disais que les coins, par exemple, t'avais du mal à accrocher. De manière générale, et plus au-delà les wargames, parce que le coin, on va dire que c'est un wargame entre les deux, quoi. C'est un peu entre deux, si je puis dire. Les wargames, alors tu présentes sur ta chaîne Sherwood, entre autres. Alors est-ce que c'est considéré comme un wargame tactique au moins? Non, mais non, c'est à la limite du jeu de rôle, Sherwood. C'est ça, Sherwood, c'est bidule, Alan O'Day, le ménestrel qui est dans l'auberge. Il y a les gardes de Nottingham qui arrivent et les villageois s'interposent. Et c'est un jeu de rôle, franchement, quand tu joues à Sherwood. Moi, j'y joue comme un jeu de rôle. Hein. Parce que du coup. Et d'ailleurs, oui. Ah non, j'allais dire à cause de toi, entre autres. Parce que. Quand j'hésite que je regarde des jeux, je suis en train de regarder justement ta série sur Sherwood et les Cry Havoc, etc. Ouais, les trophées normandes maintenant. Ouais. Voilà. Et je me demandais, en fait, quand tu parles de wargame auquel tu as joué ou auquel tu pourrais jouer, par exemple, moi j'avais discuté sur le Discord, là, j'avais dit que je faisais de temps en temps, où j'ai fait Next War, donc c'est un what if, comme on dirait. J'ai jamais joué, mais ça a l'air bien, ça me tente ça. Ouais. Alors il y a la règle normale et la règle avancée. Moi je suis parti sur la règle avancée, c'est très profond. T'envoies tes forces spéciales, des raids, tu fais des trucs, bon bref, c'est dans tous les sens, c'est super profond. Est-ce que tu joues à des wargames encore? Ah oui, beaucoup, ouais. Et beaucoup de wargames. Et en général, oui. Non, j'allais dire, est-ce que t'as pas un ou deux noms à lâcher de wargames? Déjà, naturellement, ça se devine facilement, je suis beaucoup plus attiré par les wargames tactiques. Plus un pion représente peu de gens, plus je suis content, quoi. Tu vois. Donc par exemple, moi, un système que j'adore, c'est Men of Iron. Ouais. Donc c'est un système donc c'est un wargame médiéval. Donc ça te permet de faire Azincourt, vraiment tout le Courtrai, tout des toutes petites. Donc c'est des batailles en général et peu de gens. Et donc c'est des chevaliers en armure, c'est les longbows anglais. Tu peux jouer les batailles des croisades aussi. T'as tu peux jouer à Hastings, toutes les batailles avec les Vikings ou avec Guillaume le Conquérant. Donc moi, comme d'habitude, j'ai besoin que le thème me fasse un peu rêver, quoi. Et forcément, le Moyen-Âge, ça me fait plus rêver. Ouais. Mais quand même, je joue aussi à des wargames plus stratégiques. Et donc là, pas plus tard que hier, j'ai joué avec mon fils à Pass of Glory. Ouais. Tu sais, le fameux, donc un des wargames les mieux cotés sur Board Game Geek. Et c'est pas pour rien, parce que c'est vrai. On se faisait la réflexion, c'est marrant. Donc on a joué à Pass of Glory. Donc c'est un jeu, je sais pas si tu as déjà joué, mais c'est quand même. J'ai jamais joué, non.
tu boucles pas ça en une après-midi. Donc, on y a joué 2 après-midi de suite. Ouais. Et à la fin d'un deuxième après-midi, on n'avait pas fini. Et tous les deux, on s'est regardés et on s'est dit, bon, là, on va faire une pause. D'ailleurs, donc le wargame est derrière moi. On l'a posé sur une table et on va recommencer. On va reprendre demain pour rien te cacher de nos... Et parce que je connais pas de jeu plus stressant que Path of Glory. Et on a arrêté d'un commun accord parce qu'on s'est dit, non mais là, on est à 20 de tension. Là, il y en a un qui va claquer une durite. Là, parce que c'est vraiment un jeu... donc c'est un jeu, c'est un card driven game, tu sais, donc on joue des cartes pour activer les unités. Et donc chaque carte, soit tu joues l'événement qui est dessus, soit tu joues les points. Et là où il est très bien fait par rapport aux autres jeux de ce type-là, je trouve, c'est que vraiment à chaque carte, t'hésites vraiment entre les deux. C'est-à-dire que l'événement il est super, les points, tu sais tout ce que tu pourrais faire avec ça, et t'as vraiment l'impression à chaque carte que celle-là, si tu la joues mal, t'as perdu la partie, quoi. Et donc t'as une pression sur toi constante. C'est un jeu très agressif. Et donc voilà. Et ça, faut dire que, en fait, et donc pourquoi j'aime ce jeu-là particulièrement, parce que justement, c'est un jeu tellement agressif. Donc certains voient ça comme un défaut. Parce que ça te fait du mal, quoi. Tu te fais agresser tout le temps. T'agresses, mais tu te fais agresser. Ouais. Mais du coup, ça te fait vivre des émotions que tu vis nulle part ailleurs, quoi. T'as aucun film de cinéma, t'as aucun roman qui te fait ça, quoi. C'est comme on parle souvent des jeux comme Diplomatie, par exemple, des jeux de traîtres, où tu peux vraiment te fâcher avec les gens quand ils te trahissent. C'est des jeux qui peuvent vraiment être durs psychologiquement, quoi. Donc effectivement, c'est pas forcément un sentiment agréable, mais c'est un sentiment unique. Il y a que ça qui te fait sentir ça, quoi. Et donc tu te dis, bah ok, comme t'es un adulte, tu sais que c'est pour de rire, c'est un jeu, c'est pas, on t'attaque pas vraiment. Donc au moment où tu joues, tu le prends pour toi, donc ça peut effectivement, sur le coup, ça peut t'énerver. Mais après coup, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, j'ai vécu des émotions incroyables que j'ai vécues nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que tu y retournes et que tu dis je veux jouer à ce jeu-là, même si au moment où tu joues, tu trouves ça agressif et tu as même besoin par moment de faire des pauses en disant bon voilà, on va s'arrêter 2 secondes parce que c'est vraiment dur. Mais même au jeu de Go, j'ai ressenti ça. Tu vois, tu n'as pas besoin d'un jeu très... Non, c'est très, voilà, t'as l'impression à chaque coup que tu peux perdre et que voilà et que ça te met une pression psychologique énorme, quoi. Path of Glory, c'est Première Guerre mondiale, c'est ça? Première Guerre mondiale. Ouais. Ok. Et j'allais dire des jeux politiques, à la Churchill ou ce genre de choses. Bah justement, Churchill, je suis pas fan parce que je trouve ça encore une fois trop abstrait. C'est toujours pareil. Moi, quand j'aime pas un jeu, c'est qu'il est trop abstrait. Churchill, c'est trop abstrait. Voilà, t'es censé. Alors, t'es censé négocier autour d'une table de négociation, quoi. C'est le principe du jeu. Donc, c'est normal que la guerre soit abstraite parce que toi, t'es dans une. Mais même la partie négo, je la trouve abstraite, quoi. Tu vois. J'ai pas joué à Air Stand que j'ai, mais c'est un entre-deux, entre guillemets. Parce que t'as de l'armée, t'as du concret, et puis t'as de la négo, et puis c'est du card driven game. Here I Stand, c'est vraiment les outils que t'as, les outils de gameplay que t'as, c'est vraiment très concret. C'est des armées, tu bouges sur une carte, tu fais la conquête de pays. Alors après, tu vas explorer l'Amérique, c'est très vaste. Tu as à la fois de la conquête scientifique, de la conquête militaire, tu as de la conquête religieuse, parce qu'il y a la bataille entre les protestants et les catholiques. Et en fait, tu as de la négo, mais la négo, elle est au-dessus de ça, quoi. La négo, elle est entre les joueurs, donc entre les chefs d'État. Elle s'imbrique bien dans le reste, quoi. Et voilà, c'est pas un jeu, enfin, c'est un jeu de négo, mais les règles te disent pas comment négocier, en fait. Non, mais disons que vu que t'as pas l'abstraction, c'est concret, on va dire, et du coup la négociation se fait sur des choses concrètes, quoi. C'est moins abstrait, quoi. C'est ça. T'as la guerre et la négo, plus la négo, et dans Churchill, comme ils étaient tellement intéressés par la négo qu'en fait ils ont supprimé la guerre, ils l'ont rendue abstraite. Et du coup, il te manque un truc, quoi. Tu négocies, mais tu négocies. En fait, concrètement, en fait, voilà, c'est une question d'enjeu. En littérature, on te dirait ça. Quand tu as un problème, quand un héros d'un roman doit faire quelque chose, ce qui est important, c'est de savoir. Donc, il a un objectif à atteindre. Et ce qui est important, c'est qu'en plus de l'objectif, il y a des enjeux. Et les enjeux, c'est qu'est-ce qu'il perd s'il échoue.
Tu vois. Et c'est pour ça que, par exemple, quand tu as un film catastrophe, très souvent, le héros, on te montre sa famille. Ouais. Parce que, quelque part, c'est plus important pour lui de sauver sa famille que de sauver l'humanité, quoi. Et donc, l'enjeu est encore plus important si, genre, il n'arrive pas à tel endroit assez vite. Ben, il sait que sa famille, sa femme qu'il a eu au téléphone avec ses enfants qui pleurent, et ben, ils vont tous mourir. Et donc, ça augmente les enjeux énormément pour lui. Et donc, moi, je pense que dans Churchill, en rendant abstrait la partie guerre, eh ben, ils ont rendu abstrait les enjeux. Et donc, quelque part, tu n'as pas le sentiment quand tu joues à Churchill que tu vas perdre la guerre. Enfin, c'est juste que ton pion il va bouger sur une piste. Tu vois pas les milliers de morts. Tu vois pas ta nation qui va perdre la guerre. Alors que dans Here I Stand, tu le vois beaucoup plus. C'est concret parce que tu bouges les armées sur la terre. Et donc, tu vois ce que tu vas perdre si tu rates ta négo. Ok. Alors, dernière question, cette fois c'est la bonne, comme ça je te laisse tranquille. Mais ça c'est plus pour moi, entre guillemets. Man of Iron, dont t'as parlé, parce que ça fait un moment que je le regarde. Pareil, il était dans ma liste, mais il est toujours introuvable dernièrement. Et je sais qu'il y a une réédition. Ouais. Il est difficilement trouvable, en tout cas. Moi, vu que je suis dans un petit endroit du sud-ouest, on va dire, c'est difficilement trouvable. Et en ligne, pareil, c'est pas évident. Il y a une réédition, mais il est vraiment bien. Et tu sais ce qu'on va faire? On va y jouer par Vassal et tu verras. Comme ça. Ok. Ok. On va y jouer par Vassal et puis voilà. Après, bien sûr, il est vraiment bien. Oui, moi, ça fait partie de mes jeux préférés, mais Ça plaît ou pas, mais et toi, tu le trouves vraiment, vraiment bon. par exemple, une des spécificités de Men of Iron, on aime ou on n'aime pas, c'est que par exemple, si tu joues la bataille d'Azincourt, ils te mettent dans le scénario que si tu joues le camp français, Tu vas perdre. t'as beaucoup de chance de perdre, parce que les Français à Azincourt, ils n'avaient aucune chance. Mais donc voilà, donc il y a beaucoup de joueurs pour qui c'est éliminatoire. Ils disent bah non, je veux pas jouer à ce jeu-là, je veux que ce soit équilibré. Bah non, là c'est pas équilibré. Mais moi j'aime ça quand même parce que j'ai l'impression de jouer la bataille d'Azincourt et même en jouant les Français, parce que quelque part dans un coin de ta tête, tu dis attends, je vais gagner la bataille d'Azincourt avec les Français et t'essayes. J'essayerai si on tente à un moment donné. En tout cas, je te remercie énormément parce que tu nous as accordé du temps. On peut te retrouver sur ta chaîne Jean-Michel Grosjeu pour ceux qui ne le savent pas. Alors c'est quoi? C'est Coco Malak, non? Le macaque. Ah ouais. Vient de BD Achille Talon que je lisais quand j'étais petit et que je trouvais très drôle. Et voilà. Et donc, il y a un moment, il fait référence à Coco le macaque. Et donc, c'est toujours le pseudo que je prends dans tous mes jeux. Jean-Michel Grosjeu, la série au domaine de K qui est super, qui continue. On attend la suite demain avec impatience. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que personne ne le sait, ou très peu de gens vont le savoir sur ce que je vais dire, on fait un Pax Porfiriana sur Vassal. Et votez Carranza, surtout. C'est mon personnage, le politicien. Votez pour moi et soutenez mes victoires futures. Bon, je te remercie en tout cas. C'est qui Carranza? Mais c'est vrai. Je te remercie. Je vous dis à la prochaine. Merci à Jean-Michel Grosjeu. Et puis on se voit pour une prochaine fois. Allez, ciao, ciao. Merci à toi, merci.